Portiguet. Donc, je vous retrouve sur YouTube pour une petite interview concernant l'actualité. Donc, Michael n'a pas pu nous rejoindre, il est occupé en ce moment. Mais bon, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, ce n'est pas du tout un sujet d'histoire ou de philosophie. C'est plutôt une analyse de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment qui s'accélère de manière effrénée. Oui, Et oui. qui pose vraiment des questions, pose des questions. Nous, on pense savoir certaines réponses, mais c'est vrai qu'on est confronté à une population quand même qui reste dubitative, non pas de ce que dit le gouvernement, mais de ce que nous pouvons avancer. Donc forcément, ça peut créer parfois des tensions, des conflits dans la société. On le voit avec l'histoire des vaccins en ce moment, les histoires de futurs éventuels reconfinements, des fermetures ou pas des restaurants qui imposent les passes sanitaires. Enfin bon, je ne vais pas énumérer tout ce qu'engendre cette crise, disons. Je vais vous laisser parler, professeur, et donner votre point de vue, éventuellement des conseils et aussi votre analyse et pourquoi pas aussi ce que vous envisagez pour le futur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour le futur de la France et de la population française? Je vous remercie. Je vous en remercie, Mézi, et surtout de ce que vous voyez cela de façon philosophique, hein, au sens propre du terme, c'est-à-dire que tous ces événements qui défilent, toutes ces perceptions que les gens ont, ou toutes les émotions, bien sûr, qui les entourent, ne peuvent être quand même saisies qu'avec réflexion. C'est-à-dire qu'il faut mesurer ce que l'on voit. De même que lorsqu'on s'éveille, on a les yeux, bien sûr, enfin les yeux, disons, font une accommodation, tout ça. Et donc cet effort d'accommodation, c'est justement, comment dire, c'est un travail que nous-mêmes, nous faisons sur nous-mêmes. C'est un travail, disons, non pas de fusion avec ce qu'on voit, mais justement de réflexion, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une certaine distance et aussi une conduite, disons, qu'on appelle objective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction entièrement de tout ce qui est autour de nous, mais il faut, si je puis dire, le fixer. Il faut faire comme si c'était un objet que dans un monde déjà, disons, fini, un monde terminé, et que nous regarderions comme, disons, nous voyons des choses dans un musée, par exemple, voyez, ou dans une galerie de tableaux. Voyez, et donc ça, faire cet effort est un peu plus difficile dans ce qu'on appelle le courant de l'actualité, bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on est justement porté par un courant qu'on ne peut pas voir quand même la présence des rives, qu'on ne puisse pas mesurer d'après le ciel, etc., et d'autres, d'après le climat, d'après les variations du paysage, où nous sommes, quelle est la direction du courant, etc. Donc, cet effort de philosophie, c'est-à-dire, en mots, pour reprendre les termes, de réflexion sur soi, puisque philo vient d'un vieux verbe qui s'appelle sphil, d'un vieux mot qui s'appelle sphil, qui a donné selbst en anglais, selbst en allemand, ou self en anglais, qui signifie soi-même. Et Sophia, donc également, c'est à la même racine, c'est ce qui est un équilibre, enfin, une force en soi-même, c'est-à-dire soi-même doit être au plus près de soi. C'est ça que signifie le terme de philosophie, un peu ce que signifie le terme de connais-toi toi-même. C'est-à-dire, pour se connaître, il faut bien sûr mobiliser sa propre volonté, ce qui nous appartient en propre, et quel est le but ultime de notre réflexion, c'est justement si je puis dire, de préciser, de finir, de perfectionner ce qui nous appartient, c'est-à-dire le soi, regarde le soi. Il ne faut pas voir ça comme de l'égoïsme, il faut voir ça comme une prière finalement. Il faut qu'une prière nous rapproche de Dieu, même qui est le plus éloigné des hommes en un sens, mais en même temps, disons, elle nous rapproche de lui comme par là même, lui se rapproche de nous. Bien sûr, mais ça, c'est pas un mystère, c'est une épreuve, voyez-vous, épreuve comme celle qu'a le musicien dans son art et d'autres, ou le peintre. Il y a une question, disons, je dirais artistique dans toute réflexion politique, c'est-à-dire qu'il faut esquisser la situation, il faut également euh, euh, tâcher d'apercevoir ce qui a été insuffisamment vu dans le passé ou dans notre propre passé, et il en va ainsi, par exemple, pour ce qui est aujourd'hui du dernier coup d'éclat, disons.
qui a saisi les gens, à savoir, non sans une certaine mise en scène, la fameuse entrée des talibans, par exemple, dans la capitale de l'Afghanistan. Bon, je ne reprendrai pas, enfin j'invite ceux qui est dans l'Internet, par exemple, là-dessus vous avez de très bonnes choses. Vous avez même quelque chose qui n'est pas dans Internet, et je vais vous le dire, qui touche l'Afghanistan, et qui est une anecdote, mais très significative, sur un militaire allemand de la dernière guerre. Je dis dernière guerre, puisqu'il faut toujours le préciser, les guerres se succèdent souvent avec nos voisins, donc il faut bien voir quels sont les fioles à poison, voyez, pour ne pas prendre les deux, celle qui ne convient pas. Alors, dans cette dernière fiole, après la dernière guerre, disons, il y avait j'ai eu l'occasion de rencontrer un général allemand connu qui a fait échouer le complot dirigé contre le chef d'État. Le 20 juillet 1944, c'était le général Reimer, qui était très favorable du reste aux musulmans, aux mahométans. Son père avait soutenu Abdelkrim, voyez, pendant après la Première Guerre mondiale. Et donc, il y avait une sympathie, et lui et sa femme, qui vivaient en Espagne, étaient, disons, très attirés par l'Orient, et eux-mêmes, disons, étaient allés en coopération en Afghanistan. Je l'ai appris un jour que, par hasard, j'étais près du couple, c'était dans la région de Paris, et je voyais au pied du général Reimer, Ernst Reimer, R-E-M-E-R, Ernest Reimer, je voyais deux magnifiques lévriers afghans. Oh, j'ai dit en allemand, je m'exayais à l'époque à l'allemand, j'ai dit, mais mon Dieu, vous avez là de très beaux chiens, combien ces chiens sont beaux. Et il m'a dit, oui, c'est un cadeau du roi d'Afghanistan à moi et à ma femme, parce qu'après la guerre, et bien là, je précise, la dernière guerre, nous avons été envoyés comme par les Allemands comme coopérants militaires en Afghanistan. En effet, les relations comme entre l'Iran et l'Afghanistan et l'Europe étaient très profondes. Je ne dis pas quand je dis profondes, évidemment, ça ne touche pas toute la population, mais il y avait beaucoup disons, d'Iraniens, ça vous le savez, mais d'Afghans. L'Afghanistan et l'Iran ont à peu près une langue à peu près commune, à peu près semblable. J'ai une amie, entre autres, iranienne, qui a été contactée pour parler une langue d'Iran. Oui, c'est une chose qui lui en Iran même, à Téhéran par exemple, je connais un marchand de poissons, c'est-à-dire de poissons rouges par exemple, dans des bocaux, tout ça. C'est un Afghan qui est très sympathique. Et j'en connais aussi dans la banlieue, bien sûr, vous avez beaucoup de réfugiés et autres. Et leur histoire se mêle, voyez-vous. Et le prestige, évidemment, puisqu'on parle des Allemands, a toujours été très grand en Iran et en Afghanistan, depuis, comme dans l'Empire ottoman, voyez-vous. Ça, les gens ne le savent pas, mais il faut le savoir. Et évidemment, les autres peuples, comme les Russes et les Américains ou les Anglais, ont toujours été représentés là-bas ou sentis comme des adversaires vraiment qui voulaient s'emparer du pays et, disons, le domestiquer. Pour les Russes, l'Afghanistan, c'était la marche à franchir vers les Indes. Et pour, évidemment, les Américains, avec Brzezinski dans les années 80, il faut que nos auditeurs le sachent, c'était un Polonais dont le père avait été ambassadeur de Pologne en Allemagne de 31 à 35. C'était des Polonais, on peut dire, germanisés, hein, comme la plupart des Polonais d'ailleurs. Vous savez, c'est une grande affinité affinité qui tient tout simplement aux relations, qui tient à la continuité des relations à travers les siècles. Et alors, donc, ce Brzezinski, dans les années 80, a voulu, disons, faire obstacle à quelque chose que nos auditeurs doivent savoir, nos amis doivent savoir, à quelque chose d'absolument inimaginable dans un monde musulman. Je préfère dire mahométan, mais enfin, c'est le fait de s'être emparé de l'Afghanistan, que les Russes se soient emparés politiquement, je ne dis pas militairement, mais politiquement de l'Afghanistan, en introduisant un régime communiste. Bon, c'est quand même, le communisme, c'était à l'époque le matérialisme dialectique ou athée. On voit difficilement une population, disons, supporter un matérialisme athée. Oui, eh bien, ceci s'est produit et vous avez eu à peu près cinquantaine de mille d'exécutions de religieux, etc. Donc, il y avait, ça, je parle de ceci dans les années 80.
Et vous avez 78-80 par là. Vous avez ensuite eu, pour pouvoir, disons, faire tomber ce régime communiste, qui était impopulaire, les Russes ont favorisé un deuxième coup d'État communiste, oui, dans un pays qui est musulman à 99,9%. Bon, il y a les fantômes peut-être qui changent d'avis là-bas, mais enfin disons que les gens sont musulmans. Alors vous avez eu un deuxième coup d'État, on a exécuté le premier communiste, des communistes qui ont fait des purges entre eux, et qui ont évidemment continué ce régime après avoir fait tomber bien sûr la monarchie depuis longtemps, depuis déjà plusieurs années. Vous avez eu bien sûr un côté tout à fait impopulaire. Imaginez ce que la Révolution française a fait, par exemple en Vendée ou en Bretagne, c'est la même chose que les communistes ont fait là-bas, c'est-à-dire considérer que les usages étaient réactionnaires, que les filles devaient faire ceci, devaient faire cela. Les filles vivaient par exemple d'une manière, évidemment, qui ici chez nous est difficile à comprendre, c'est-à-dire vivaient souvent dans leur voyage qui était voilé entièrement. Ceci, c'était pour éviter évidemment des agressions, c'est quand même je ne suis ni pour ni contre, mais je suis obligé de constater que ce sont des pays qui s'adaptent, qui doivent s'adapter à des conditions de vie et qu'il y a souvent des mesures que l'on prétend anti-féminines qui sont en réalité des mesures de protection des femmes. Ah, écoutez, il suffit quand même de voir, ce n'est pas le même tempérament, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde n'a pas le tempérament suédois. Ah oui, je sais bien, oui, enfin, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une variété dans la nature humaine et il ne faut pas répéter comme un perroquet tout ce qu'on dit contre eux. Alors, les Américains, avec Brzezinski, ont mobilisé au Pakistan, je veux dire un mot sur le Pakistan, qui n'est pas dit souvent, des étudiants. Et le mot d'étudiant, on dit que c'est pas tout. Non, le mot d'étudiant, en arabe, d'après une racine donnée, bon, si, et le mot taleb, TLB, hein, bon, eh bien, on appelle ça, alors, on dit étudiant en théologie, oui, mais le mot est étudiant au sens large, général. Et ils les ont formés pour pouvoir, bien sûr, pénétrer une société, politiquement, je veux dire, une société qui était déjà entièrement, disons, cassée par ces années de régime communiste dur. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Parce qu'on voit la présence de musulmans. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des musulmans en Iran ou en Afghanistan qui est un danger social, hein, ni pour eux ni pour les autres. C'est justement après qu'on ait cassé une société. On sait bien qu'on a parlé des fameux Bouddhas là-bas, vous savez, bon, dans les vallées, qui ont été cassés par les talibans. On sait bien que les Bouddhas n'avaient jamais gêné les gens. D'autant que dans le Coran, par exemple, on parle des prophètes antérieurs, même dont on n'a pas idée, dans des peuples, des peuples qui ont disparu. Enfin, ça, c'est une instruction élémentaire. Vous voyez, c'est la première chose que j'ai lue du Coran quand j'avais 17-18 ans, dans une traduction de Savary, Savary, qui se trouvait chez Garnier, qui a été faite par un jeune homme qui est mort à 38 ans, 39 ans, au XVIIIe siècle. Bon, on ne la trouve plus, bien sûr, parce qu'elle est trop facile, elle est très lisible, donc évidemment, elle est considérée comme inutilisable aujourd'hui. Je ne dis pas ça par ironie, mais vraiment un peu par tristesse. Eh bien, donc, vous avez un poème de Thomson, je me rappelle, Leila Rook, hein, qui est du XVIIIe siècle, qui parle de l'Afghanistan et qui parle justement de la vie des femmes, de la vie des hommes en Afghanistan. Bon, tout ceci, n'oubliez pas que c'est une société complètement cassée. Je répète, quand je dis les communistes, ne songez pas à votre voisin, vous voyez, songez à ce qu'a pu être ce régime marxiste-léniniste. La société afghane a été cassée par ces années de répression que les communistes ont faites. Et ceci n'apparaît jamais dans les commentaires. Aujourd'hui, donc, ces personnes sont venues, vous dire aussi que quand les talibans sont venus, bon, on le sait en Iran par exemple, ils ont massacré les familles, non pas des diplomates, mais des diplomates avec des familles de diplomates, tout ça. Ces gens ont été formés au Pakistan. Le Pakistan, vous savez, signifie en indien, en indienne, arienne indienne, le pays pur. Pak, c'est pur. Hein. Pak Edza, c'est le cœur pur. Il y a un film célèbre, Pak Peak. C'est la même racine que purus. Évidemment, il faut encore le latin purus. Il faut le chercher. Enfin, on le trouve. Vraiment, on le trouve. Eh bien, ce Pakistan, stan, c'est le verbe, c'est le mot staré, se tenir ferme, vous voyez.
Tout Stand en anglais ou Stein en allemand, c'est la même racine, c'est la même langue. Hein. C'est ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Et vous avez d'ailleurs le type, moi j'ai vu parler du type indo-européen, vous voyez au Pakistan des types qui sont des types européens. Ben oui, j'y peux rien. Moi je connais, je dis, les Afghans d'Iran. Bien, la stature, l'expression du visage, etc. C'est même des blonds, des choses comme ça. Les professeurs, justement, à propos de destruction de culture, est-ce qu'on n'est pas en train aussi, nous, de subir une destruction communiste? Parce que moi, je ne vois pas autre chose, mais… Mais bien sûr, vous savez, comme on dit, on avait demandé qu'est-ce que c'était que les états de la Lune. Je crois que c'était à Cyrano de Bergerac. C'est Lénis qui répond, il dit, c'est ici comme ailleurs. Ah oui, c'est-à-dire que, puisqu'il y a un État, il y a un gouvernement, il y a ceci. On peut dire qu'entre les pays d'Iran ou d'Afghanistan et nous, ben c'est ici comme ailleurs, c'est-à-dire c'est la même chose, parce que c'est pas que la bêtise soit la même, non, mais disons la finalité de la bêtise est la même, de la répression est la même, à savoir, disons, nous rendre, nous diminuer nos capacités, c'est-à-dire ce qu'on dit asservir. Le mot d'asservir n'est pas exact. Asservir, c'est attacher quelqu'un à soi. Vous avez quand même le mot de servus qui vient de la racine servare, du verbe servare en latin qui signifie conserver. Le server de conserver, le ser de conserver, ver, c'est le même mot que esclave. Et vous savez qu'il y a même, je me rappelle venir à Vienne, Bézi rentrer dans une librairie près du Parlement, oui. Et je vois le libraire se lever vers un client et lui dire servus, pour dire je suis votre serviteur, vous voyez, en latin. Bon, évidemment, évidemment, ça me faisait oublier 1968 chez nous, vous voyez. Ben oui, c'était, et tout ça, ben oui, je n'ai retenu que cela du libraire, le pauvre doit être mort maintenant, mais vraiment une élégance, un truc comme ça, c'est une grande élégance, une simplicité, élégance, simplicité, fidélité, amabilité, c'est ce que j'ai trouvé là-bas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, justement, une fois que mes camarades me disaient, tu vas pas aux Indes en 70, je dis non, je vais jusqu'en Autriche, je m'arrête là-bas, ce sont déjà les Indes pour moi. Bien, alors, je reviens donc à cette, disons, invasion, disons alors, invasion, c'est-à-dire que les Américains ont armé donc ces gens au Pakistan. Mais permettez-moi d'insister sur le Pakistan. Qu'est-ce que le Pakistan? On dit un régime musulman. Ils sont un régime musulman, comme si vous disiez, je ne sais pas moi, il y a un régime chrétien en Italie. En Italie, même l'athée est chrétien, vous voyez, bon, parce qu'il a des façons, son éducation est chrétienne depuis des générations. Eh bien, là-bas, le Pakistan donc a été une volonté anglaise, non pas du tout une réaction populaire. Il y avait avant la guerre, d'ailleurs soutenue par les Japonais, je dis ça parce que pas dit, il y avait l'armée Free India, India Hand libre. Les Japonais d'ailleurs avaient fait l'offensive en Malaisie pour pouvoir rejoindre cette armée aux Indes. Et c'était d'ailleurs là les femmes et les hommes, et les femmes étaient mobilisées. C'était une des rares armées avec l'armée russe, un peu finlandaise, je crois, où les femmes étaient mobilisées. Et vous aviez les deux drapeaux communs, les couleurs communes, musulmanes et indiennes. C'est important ça. Et musulmanes et indiennes étaient rassemblés. Les Anglais ont vu le danger et m'avait dit à Téhéran un juriste iranien, un juriste indien, je m'en souviens, il pleurait quand j'étais parti et on parlait en anglais et il me disait que le Pakistan avait été une entreprise anglaise pour pouvoir opposer les musulmans au reste des Indiens. Alors que n'oublions pas que la religion mahométane a été quand même celle des Mogouls, on s'appelle les Mogouls, et ce sont ces Mogouls qui ont initié les études sanskrites. Ah oui, je redis, les études sanskrites ont été bien sûr faites par les Anglais, etc., mais elles ont été initiées donc au XVIIe, au XVIIIe siècle par cette dynastie moghoule, qui est très très proche du reste de celle de l'Iran, qui était très proche, disons, des Iraniens, des Tartares, etc. Bon, tout ceci bon, était autre chose. On voit les Tartares comme des barbares, ce n'est pas vrai du tout. Il ne faut pas non plus exagérer dans l'autre sens. Mais enfin, bon, il faut quand même savoir aussi que les Tartares sont allés jusqu'en Crimée. La Crimée actuelle, qu'on dit russe, quand vous voyez une carte au XVIIe siècle, c'est marqué Petite Tartarie.
Donc oui, la Grande Tartarie, elle est derrière. Elle est dans ce pays qu'on apprend à haïr depuis Michel Strogoff, vous voyez, bon, et qui a été un pays quand même bon, remarquable, avec coexistence de religions, etc., y compris de la religion chrétienne, je signale. Bien, tout ceci étant dit, et qui n'est pas appris dans les écoles, mais je n'insiste pas, fait que le Pakistan donc a été toujours, disons, choyé par les Anglo-Américains, surtout les Anglais, qu'on leur a permis d'avoir la bombe atomique. Aujourd'hui, on dit, mais l'Iran veut avoir la bombe atomique, mais le Pakistan l'a depuis toujours. Et le principal allié du Pakistan est la Chine communiste, je vous signale, contre l'Inde. Bon, c'est quand même étonnant. J'ai toujours connu le Pakistan comme allié de la Chine, bien, et faisant une alliance avec la Chine contre l'Inde, etc. Peu importe, bon, peu importe, c'est ainsi, vous voyez. Vous allez me dire, ce n'est pas que je sois contre le Pakistan proprement dit, parce que quand vous voyez que l'Inde, à savoir toute la région militaire autour du Cachemire, bon, est dirigée par un Indien de famille israélienne, je ne dis pas israélienne, mais israélienne, bon, vous vous dites quand même qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être approfondi. On le saura, ceci, mais après notre départ de terre. Nos petits-neveux, comme dirait Descartes, le sauront. Je vous dis des choses que vous pouvez, vous voyez, mais y vérifier. Mais alors, revenons donc à cette invasion, disons, à cette invasion organisée avec des armes américaines de Kaboul. Eh bien là, vous avez eu un grand premier résultat, c'est que 60 000 livres de la bibliothèque de Kaboul ont été brûlés par les talibans. Je ne vois pas en quoi un taliban un musulman, disons, un élève musulman afghan, a pu pendant des siècles conserver 60 000 volumes, d'anciens volumes, hein, je ne parle pas des volumes apportés par les Occidentaux, d'anciens livres à la bibliothèque de Kaboul, et tout d'un coup décider de les brûler dans les années 1980. C'est quand même aberrant. Voyez-vous. Et tout ceci, justement, a permis ici aux faiseurs d'opinion, vous voyez, si je puis dire, de dire, vous voyez, les musulmans sont. Avant, on disait les chrétiens sont des obscurantistes, et bien maintenant, c'est les musulmans qui sont obscurantistes, etc. Bon, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose d'abord une diminution de population, et puis oui. Et ensuite, après la diminution, eh bien, les gens auront entièrement oublié leur passé. Vous voyez, ils diront tout ça, ça n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est autre chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que je suis dans le progrès. C'est ce qui s'appelle l'idée progressiste. J'avance, je ne sais pas où, mais j'avance. Sans me demander si je suis sur un sentier de montagne, si je suis près d'un marais, ou comme moi, si je suis près du fleuve, là, l'Aveyron. Non, on avance, voilà. L'essentiel, c'est d'avancer. Ce qui s'appelle le progressisme. C'est-à-dire que ce sont des pensées aveugles, voyez-vous. Et oui. Évidemment que nous sommes victimes alors, de ceux qui nous dirigent, ou plutôt nous contrôlent, le savent. Voyez, oui, tout à fait. Ils le savent. Et donc, ils connaissent notre nature et nous dirigent en fonction de cela. On dit souvent, il y a un mot qu'on n'emploie plus à partir du latin nihil, N-I-H-I-L, qui signifie rien. On a forgé le mot de nihilisme. Et le prophète Heidegger, qui était, bon, je ne parle pas d'Heidegger, maintenant il ne pourrait même pas avoir le certificat d'études, le pauvre garçon. Mais en France, mais disons, Heidegger avait dit que le nihilisme, c'était quand on dit, il n'a pas lu qu'il a dit, c'était je fais ça et rien d'autre. Vous voyez, je fais ça et rien d'autre. Je bois du vin et pas d'eau, et rien d'autre. Je bois ceci, je fais ceci et rien d'autre. Bon, je m'intéresse, c'est les maths et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on fait tout sur fond d'exclusion complète. C'est-à-dire que je me vaccine et rien d'autre. Je ne me vaccine pas et rien d'autre. Bon, ça, c'est-à-dire, c'est vivre sur un fond, disons, pas d'absurdité, mais d'anéantissement. Vous voyez, je veux avoir mon indépendance, ou alors c'est fini. Alors on dit ça à son père, à sa mère, à ses enfants, et puis oui. Disons qu'on ne va pas loin, on n'avance pas, on ne progresse pas, on ne mesure pas nos pas. Voyez-vous, on avance. Moi, j'ai envie d'avancer. Moi, j'ai envie de rester à la maison. Je ne veux pas être confiné. Moi, je veux marcher. Bon. Tout ça, vous voyez, c'est un peu court. Vous vous vaccinez, oui, je vais partir en Italie. Bon, je vais vacciner. Moi, je ne vaccine pas parce que je suis rebelle, j'ai pas envie qu'on me touche, etc. Bon, et puis de toute façon, c'est bien. Alors, vous avez des raisons qui sont données, bien sûr. Le propre d'un chef d'État, un homme qui a une haute vue,
c'est de dire, voyez, ceux qui vous opposent, on peut s'opposer, mais il faut quand même harmoniser nos efforts. Bon, il faut quand même pas sombrer dans des excès, d'un côté comme de l'autre. La vérité est au milieu. Ça ne veut pas dire au milieu au sens géométrique ou spatial, mais il faut, disons, une synthèse tenable. Hein. Bon, dans les dissertations que l'on faisait autrefois en philosophie, il y avait la thèse, on développait ensuite l'antithèse, et puis on faisait la troisième partie, la synthèse. La synthèse et après la conclusion. La conclusion. Et bien, je vais vous dire quelque chose. Vous allez me dire, ça n'a pas à voir avec les talibans. Si, avec une talibane. Ah, mais c'est une façon de parler. Évidemment, métaphoriquement. Parce que je peux vous parler aussi d'une collègue de philo qui était la fille naturelle du roi d'Afghanistan, qui est, je lui donne son nom, Moira, c'est le montant, mais près de Versailles, que j'ai connue. C'est pas ma petite amie, c'est une bonne amie, parce que voir une fille en philo, c'était toujours pour moi un miracle, évidemment. Mais c'est oui, c'est un miracle parce que les filles étaient très nombreuses en grec, en latin, et j'avais sur vous, c'était la plupart des filles que je voyais en philo à la Sorbonne, donc on devait connaître l'allemand, vous voyez. Il y avait des catholiques, des chrétiennes, mais la plupart étaient des Polonaises, des juifs polonaises, vous voyez. Alors, d'ailleurs, je m'entendais bien parce qu'elle parlait allemand, j'aimais, elle parlait moins allemand, j'ai dit, avec le yiddish, je comprends. Tandis que l'allemand lui-même, il y a de l'aspiration, etc. C'était une atmosphère qu'on ne connaît pas aujourd'hui. La germanophilie, je dis bien la germanophilie de ces filles qui avaient mon âge, nées en 41, 42, 43 ou 37, 38, hein, nées à Paris, dans le Sentier, bon, qui parlaient allemand, était énorme. Mais moi j'en parle parce que j'en parle jamais autrement. Mais tout ceci a été effacé. Mais vous ne pouvez pas en parler. Les gens sont... je ne sais pas, moi vous savez qu'il y a un État dans le sud, on en parlera un jour, un État à la frontière chinoise qui s'appelle le Birobidjan, un État juif Birobidjan qui a été fait en 1930. Oui, on a dit qu'on ferait une vidéo là-dessus. J'invite les auditeurs à écouter, hein, et je leur dis simplement que la langue officielle, c'est le yiddish. Le yiddish, ça signifie jüdisch-deutsch, ça veut dire judéo-allemand. Voilà. C'est-à-dire que même moi, avec mon allemand de ce que je suis, je me fais comprendre, vous voyez, déjà à la douane, mais bon, même en prison, on me fait comprendre. Et oui, alors on revient donc à cela. Je reviens donc à cette, je veux dire, ce que peut représenter le Pakistan, etc., comme base. Les Américains ont donc, si je puis dire, laissé le pourrissement introduit par les communistes. Est-ce qu'il y avait des liens entre les deux? Je crois que oui, mais je ne pourrai jamais le démontrer. Il y avait une entente. Et l'entente, c'était quoi? Qu'était l'entente? Faire de cette zone une zone de perturbation constante. Et ça, c'est ce que les néoconservateurs aux États-Unis, qui sont de formation trotskiste générale. Oui, j'imagine. Générale. Vous allez me dire que Trotsky était citoyen américain. C'est vrai, il a été citoyen américain en 1909. Bon, fils de propriétaire terrien, je le signale, pour les anarchistes qui m'écoutent, oui, pour le propriétaire terrien depuis Catherine II. C'est Bronstein était comme ça. Bien. Eh bien, ces gens-là, les néoconservateurs, font ce qu'on appelle la révolution permanente. C'est tout. C'est-à-dire, comme ceux qui font de la littérature aujourd'hui disent, voilà, il faut innover sans cesse, il n'y a plus d'auteur, il n'y a plus de ceci, on fait ce qu'on veut, mais on le fait à condition d'être ensemble. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est vous avez terminé quelque chose et que c'est fini pour toujours. Non, il faut se remettre en question du matin au soir, voyez-vous, ou du soir au matin. Bon, ça, c'est la nouvelle vie. C'est une vie de tremblement perpétuel, voyez-vous, de terreur perpétuelle. Ça, c'est très important. Une terreur perpétuelle, pas une terreur grossière, mais une terreur constante. Mais quel est l'intérêt? Enfin, sincèrement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'écrits aussi sur le sujet. Moi, je me souviens de Claire Sévrac, que j'avais rencontrée d'ailleurs, qui avait fait, qui est feu Claire Sévrac, malheureusement, qui avait écrit un livre, c'était Le complot mondial contre la santé, et elle parlait elle-même de Brzezinski et du malthusien qu'il était, en fait, comme ceux qu'on a en ce moment. Je peux vous donner là, oui, je peux vous dire.
Allez-y, allez-y, je vous en prie, je vais vous dire quelque Et chose. en fait, ce qui me surprend, c'est qu'on est quand même tout de même pas dans l'ignorance la plus totale. Les écrits Non, existent, il y a beaucoup de témoignages, on sait qui sont tous ces gens-là, on sait ce qu'ils ont fait dans leur vie, on sait ce à quoi ils ont participé et malgré tout, les gens gardent leurs œillères et comme, vous le disiez, c'est le progrès. Moi, je veux avancer, je vois mon petit monde, ma petite bulle, je ne sais pas trop ce qui se c'est vrai, passe à l'extérieur et toute analyse devient, bon, bah, du complotisme, bon, ça, c'est ce ça. terme maintenant. Oui, Et moi, j'aimerais aussi avoir votre opinion là-dessus et essayer de comprendre, vous qui étiez et qui êtes toujours un grand professeur, expliquer oui, pourquoi les gens n'arrivent pas à sortir de ce prisme-là, oui, de se dire, voilà, je non, je ne veux pas voir ce qui se passe à droite et à gauche, je ne sais pas, je suis, ce que me dit mon gouvernement, je discute avec des gens et même des personnes âgées qui ont connu quand même des moments difficiles dans la vie et qui me disent: «Ouais, mais ça doit être difficile quand même pour le gouvernement de prendre des décisions, c'est quand même difficile de gérer une crise sanitaire», sans se poser même la question sur l'existence de la crise sanitaire. Je ne exactement. comprends pas. J'aimerais Alors, comprendre, professeur. je crois que c'est parce que l'homme, non pas l'espèce, mais l'homme tel qu'il est, a changé, s'est modifié. Je le vois par exemple en observant mes propres parents, qui Oui. n'avaient pas qui n'avaient que le certificat d'études pour des raisons déterminées. Bon, mon père appartenait à une certaine bourgeoisie toulousaine, bon, mais les parents trouvaient que les études n'étaient pas importantes, tout ça. Et ensuite, mon père était autodidacte, c'est là que je viens. Et pour ma mère, c'était la même chose. Nous étions d'une famille donc, qui était certainement, mon grand-père le dit, originaire de l'Est de l'Europe, venu avec Napoléon pour la guerre d'Espagne, puisque vous savez que nous Mmh. sommes des républicains, mais enfin nous imposons notre régime aux autres, c'est toujours pareil. Enfin bref, mes parents avaient ceci de commun, c'est qu'ils avaient fait la formation primaire, Mmh. ils avaient la formation primaire, et dans cette formation primaire, on apprenait aux gens à lire et à écrire, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'ils étaient éduqués, formés pour pouvoir lire par eux-mêmes. Et dans les campagnes, il n'était pas rare de trouver sur les étagères, encore dans les années 52, 54, je parle de paysans qui n'avaient que le certificat d'études, de trouver par exemple, je sais pas, un morceau de Molière, un morceau de, surtout Alexandre Dumas, des choses comme ça. Et ces gens-là lisaient, et donc en lisant, ils développaient bien sûr des réflexions, c'est-à-dire qu'ils se parlaient à eux-mêmes et ils étaient prêts à saisir des situations variées. Tandis que dans le... Parce qu'on les laissait, les enfants, seuls avec eux-mêmes, mais en présence du livre. C'est-à-dire que quand vous lisiez un livre, vous lisiez seul le livre. Vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui dit il y a ça à connaître, il y a ça à comprendre. Non. Alors, cette forme, ce mûrissement individuel permettait aux gens d'imaginer ce qu'on leur disait, de le sentir comme possible. Alors qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des personnes du même âge, vous dites non, non, ça, j'y crois pas, ça, non, 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 ça m'intéresse pas, ou je ne suis pas spécialisé là-dedans, j'ai jamais fait ça, je ne veux pas en entendre parler. La curiosité, si on dit que c'est la première des vertus de l'intellectuel, disons, et de l'esprit. La curiosité s'est fanée. Alors, elle s'est fanée de différentes façons. S'est fanée, disons, par avec la rareté. Elle s'est fanée avec la rareté du livre. Bon, vous ne pouviez pas autrefois, par exemple, je donne l'exemple pour Toulouse. Euh, vous prenez dans Toulouse, sans voir à côté, pas très loin, une librairie. Dans le centre, je ne dis pas, rue du Thor, etc., vous aviez des librairies d'occasion. Je ne parle pas de neuf, je dis d'occasion. Vous ne pouvez pas aller à Paris sans vous promener sur les quais et regarder, lire, voyez-vous, des choses qui ne coûtaient pas cher. Et les gens étaient habitués, je dis dans les campagnes en particulier, à lire de grands romans. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des gens comme Alexandre Dumas, comme Hugo, qui ont écrit. Ils ont écrit pour qui? Et pour le plus grand nombre de lecteurs. Le plus grand nombre de lecteurs ne sont pas les intellectuels. Hein. Le plus grand nombre de lecteurs sont ceux qui veulent développer leur imagination, connaître le monde, etc. Mais le connaître par eux-mêmes. Tandis qu'aujourd'hui, on se prétend indépendant, je suis une femme libérée ou un homme libéré ou un entre-deux libéré, je ne sais pas comment je pourrais trouver un terme grec pour ça, un terme allemand pour ça, Zwischensein, quoi.
Mais je suis nommé, mais je ne veux pas que je veux pas qu'on m'impose quelque chose. Il ne s'agit pas de vous imposer quelque chose. Il suffit que par vous-même, vous découvriez ce qu'on vous propose. Et ça, Mm. cet effort-là, on ne le fait pas. Parce que justement, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas vu de modèle. Ils n'ont pas vu de modèle. Alors, vous avez quels sont ces modèles? Par exemple, dans le secondaire, et même déjà dans l'enseignement primaire, on faisait ce qu'on appelle des rédactions, des narrations. On vous dit, par Oui, exemple, raconter une journée à la campagne. Alors, vous ne dites pas, évidemment, vous dites, d'ailleurs, évidemment, on était obligé de marcher, alors raconter qu'on avait fait ceci, que le soleil était là. On c'est apprenait à vrai. organiser cela dès la sixième, cinquième, dès la septième, plutôt huitième. Mm. Je vais donner un exemple. Ou comment ai connu, par exemple, la civilisation des Égyptiens. Tenez, voilà. Mm. Je me souviens, quand vous me dites civilisation des Égyptiens, du livre que j'avais chez les Jésuites quand j'avais 8 ans, j'avais 8 ans en huitième. Je n'étais pas exceptionnel, j'étais normal. Et là, je me rappelle de mon livre. On avait des livres pour les enfants de 8 ans, en huitième, qui étaient des livres faits par les religions en général, avec des dessins des pyramides, des dessins des pharaons, etc., avec des paragraphes, les uns soulignés. C'était de beaux livres. Je me rappelle de ce livre-là, une histoire, des livres de lecture. Je parle des livres de lecture de sixième, septième. Vous voyez, après, je ne parle pas de la cinquième, puisqu'on apprenait le latin déjà en sixième. Bon, en cinquième, on se mettait à apprendre le grec. Bon, et je voyais mes camarades ensuite sont devenus des dents, etc. Ils ont commencé à comme cela. Ensuite, bon, bref, ils prenaient l'espagnol, qui était d'ailleurs une sorte de deuxième langue latine. Vous savez que la langue espagnole est assez difficile du point de vue grammatical. Oui. Bien, tout ceci, c'était pas des gens riches, comme on le fait croire. C'était pas des gens de la bourgeoisie, non. C'était des gens simples. Moi, dans mon, dans mon, dans mon collège de jésuites, il y avait des gens très simples. Bien sûr, mes parents étaient plus aisés, donc on offrait davantage. Moi, j'étais au jésuite parce que c'était près de chez moi. Bon, ma mère était catholique, mais enfin, elle aurait voulu être protestante, parce qu'elle se plaignait de l'attitude des prêtres du point de vue. Enfin, comment vous dire, attitude, une morale sexuelle pas très forte, quoi, vous voyez. Elle était préférée Martin Luther et naturellement Catherine de Bora, qui était sa femme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle avait ça et le jour où je lui ai dit que le Kaiser était chrétien, elle m'a dit, alors on nous a trompés. Ben, je lui ai dit, oui, on nous a trompés. Alors, après, vous voyez, mais encore, elle s'intéressait au Kaiser, vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. Oui. Son frère est mort à Verdun, bien sûr, Aristide. Mais enfin, parce qu'il lisait des choses comme ça. Je ne sais pas moi, mais nous avions euh, des cours. Écoutez, nous apprenions par cœur, évidemment, des textes, mais nous avions des dictées. Et puis ensuite, à partir de la troisième, par exemple, on nous faisait apprendre des textes, je dis des lettres entières de Voltaire. Une lettre entière de Diderot, par exemple, que je pourrais vous réciter. La religion, la société est composée comme de deux câbles, c'est la religion et l'État. L'un ne peut céder sans que l'autre vienne à rompre. C'est une lettre adressée à une fille de la cour de Dashkov, qui est germano-russe, de Catherine II. Je me rappelle encore, me vois le professeur nous le dire, le professeur nous le dicter. Il y avait une lettre de Voltaire sur l'ironie. Mes voisines de la campagne, là, et je vois très bien la femme d'un garçon de l'Est, Steyer. Eh bien, elle venait un jour, c'est elle qui m'a appris le début de Jocelyn de Lamartine. Elle m'a récité les 20 premiers vers, les 15 premiers vers, après 12-15 premiers vers. Une femme qui n'avait jamais passé son baccalauréat. Et tout ceci, le fait d'apprendre par cœur, faisait que, des textes choisis bien sûr, faisait que l'esprit travaillait, vous comprenez? L'esprit, Oui. on nous expliquait des mots, on nous expliquait l'origine des mots. À chaque fois, et même encore, je vous dis, quand je vous parle, je vous donne quelquefois l'origine des mots, pour que les gens puissent Tout à comprendre. fait. Comme je dis, servus, conserver, etc. Bon, alors, quand vous dites ça à quelqu'un, moi, j'ai jamais fait ça. Je ne veux pas le faire. Bon, alors, vous aviez également des peuples plus sensibles que d'autres, ou plus insensibles que d'autres. Ici, par exemple, euh, écoutez, vous aviez, vous aviez bien sûr la jeunesse était différente, bien sûr, je reconnais, mais je peux la comparer. Je vois, la jeunesse était beaucoup plus modeste avant qu'aujourd'hui. Modeste, je veux dire, point de vue moral. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, moi je vois par exemple, j'avais un professeur qui s'appelait Merleau-Ponty, le neveu du grand Merleau-Ponty, qui est mort d'une crise cardiaque, enfin. Eh bien, lui, j'étais chez lui, je voyais ses filles, qui étaient des filles chrétiennes du 7e arrondissement, très modestes. Je me rappelle même des filles de Michel Debré, par exemple,
j'avais assisté à une conférence, ils étaient Michel Debré, vous savez, famille rabbinique, qui était devenu chrétien, protestant, calviniste. Hein. Il fallait voir le dévouement de ces filles, j'étais dans le 6e arrondissement, le dévouement. Mais écoutez, c'est simple, des filles très simples, mais quand je dis simple, on a l'impression de dire idiote, non, mais qui étaient formées à la charité. Alors ça, c'est-à-dire à découvrir autrui, pas la découverte de, c'est-à-dire à être sensible à autrui. Et que ce soit dans les classes, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans l'éducation musicale, etc. On apprenait à développer la sensibilité. Et aujourd'hui, c'est l'insensibilité et donc la dureté qui est développée jusqu'au suicide. C'est-à-dire, je pense que les suicides vont augmenter justement parce que les gens, non pas se méprisent, mais s'ignorent eux-mêmes, voyez-vous. Ils pensent que, et c'est comme me dit un copain, moi, je me fais vacciner pour aller au. Bon, je ne dis pas que moi, je ne dis rien sur ce que je fais, hein, mais un copain me dit, je me fais vacciner, c'est parce que j'ai envie d'aller au restaurant. Bon, oui, bon, il n'y a que ça pratiquement. Hein. Il n'y a que ça. Bon, alors, moi, bon, évidemment, moi, je dirais plutôt, j'ai envie de me vacciner pour revenir en Iran. D'accord, je pourrais me sacrifier comme le sacrifice. Moi, sur l'hôtel, oui, bien sûr, voir l'Iran et mourir. C'est vrai, j'aurais voulu revoir, bien sûr, des choses là-bas et puis partir. Mais tout est inversé parce que malgré tout, les gens, ils ne se rendent même pas compte de éventuellement prendre un risque. non, Et tout est inversé, c'est-à-dire celui qui se pose des questions, qui dit moi je me sens pas de le faire parce que j'ai encore des doutes sur ce qui est injecté. oui, Non, ça c'est pas possible, hein, il ne faut pas du tout en parler. Je le vois autour de moi, hein, je le vois chez mes amis, bon ça pose problème. Et puis comme vous disiez, les jeunes qui manquent sévèrement d'instruction, oui, ils pensent même détenir la vérité, c'est-à-dire qu'ils remettent en question ce que nous pouvons dire. oui, ils Et remettent en question, mais ils remettent en question les gens ils ont cette en faisant un procès d'intention. Voilà. mais oui, ils ont cette arrogance de penser que, de toute façon, nous, on est tout le temps contre la doxa, que c'est de la rébellion, que rien n'est fondé, en fait. C'est On fondé. n'arrive plus c'est pour ça, moi, professeur, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'arrive plus à communiquer non plus. C'est-à-dire qu'ils ont créé un tel climat de Oui, tension et même comment dire? Ouais, d'inhumanité qu'on n'arrive même plus à discuter sereinement sur un sujet. non. C'est Parce plus que possible. quand vous dites, Maisie, que les gens disent je n'aime pas la doxa, ils ne savent pas ce que signifie le mot de doxa. Oui, en Doxa, plus. il me semble que, bah, évidemment, il me semble que nous sommes arrivés, ah ben non, il reste encore, je ne sais pas, 300 mètres. Vous voyez, oui, c'est ça la doxa. Et puis après, la doxa, d'ailleurs, est le premier pas du savoir. Évidemment que si vous n'avez pas de doxa, c'est que vous êtes insensible. Hein. Ils rejettent une doxa sans jamais avoir été sensibilisé à quoi que ce soit. Tout Et puis à alors, fait. il vous parle, bon, il vous parle, c'est, je sais pas moi, comme j'entendais l'autre jour quelqu'un me parler, moi je suis ouvert à ça, hein, bon, aux fameuses, bon, aux choses extraterrestres, tout ça. Enfin, je suis pas pour ni contre, je suis indifférent, enfin pas indifférent non plus, dans le sens fort du terme. Enfin, disons que, bon, j'attends d'être sur place, comme on dit, hein, si je puis dire. Eh bien, je lui dis oui, mais oui, il paraît que les Allemands se sont avancés. Ah, il me dit attention, il y a des bases nazies. Je dis, je n'ai pas compris ce que c'est qu'une base nazie. Je lui dis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une base nazie? Ben, une base où sont des Allemands. Je lui dis, plutôt des Allemands. Non, une Oui. base, c'est des. Est-ce que ce mot est. Vous savez d'où vient ce mot? Parce que je savais d'où vient le mot, bien sûr. Le mot vient d'un New-Yorkais hein, qui a inventé ça en 22, en 23, non, en 22, je crois, la moitié des années 20. Bon, qui n'a jamais été employé en Allemagne, évidemment. Mais jamais, jamais, jamais. Alors, enfin bon, dans les polémiques peut-être, mais jamais employé officiellement ni rien. Enfin, je vous dis ça, c'est jamais. Et quand je dis ça, j'ai l'impression de parler en langage assyrien, vous voyez, assyriaque. Alors je dis non, bon, on parle d'autre chose. Vous voyez, y a des choses que je suis prêt à entendre, hein, mais même quand je n'y crois pas, au premier abord, je me dis c'est possible. En quoi ça ne serait pas possible d'une certaine façon? Et ça, cette interrogation permanente, est de plus en plus diminuée. Elle est diminuée dès l'école. Maintenant, Oui. elle est diminuée, elle est institutionnalisée. Enfin, comme vous voyez, Mézi, je le vois par les enfants de mes camarades qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, bon, qui, qui accusent leur mère d'être. Je connais une fille marocaine,
Et les enfants ont dit, maman, tu es homophobe. Alors elle a commencé à avoir des amis. Quand on a appris qu'elle était policière, évidemment, les gens ont changé, vous voyez. Dans un village, je dis bien dans un village. Non, mais c'est incroyable. Dans un village, les environs de Toulouse. Bon, c'est une terreur, voyez-vous. C'est-à-dire, on a peur que les enfants soient pris aux parents. Je voulais vous donner cet exemple-là qui est tout à fait, je le veux, anonyme, si je puis dire, discret. Mais cette même personne dont je parle m'a dit qu'elle reçoit au commissariat des signalements, vous savez, des signalements venant de gens de l'enseignement, disant tel élève, écoutez, d'abord, tel élève me semble être dans une famille, comme on dit, séparatiste, c'est ça, séparatiste, ainsi de suite. Et bon, elle dit, bon, je classe sans suite. Mais quand même, ce sont des signalements donnés par les professeurs, lesquels vous parleront des dénonciations pendant la guerre. C'est Tout à vrai, fait, c'est vrai. terrible. Je vais vous dire une chose que n'entendent pas les auditeurs souvent. Je connaissais un Ariégeois. Bon, jusqu'à présent, connaître un Ariégeois, c'est facile en France. Un Ariégeois qui était séminariste. Bon, c'est déjà pas mal, parce que quand même, souvent, ils ne sont pas très religieux, mais là, il est très religieux. Bon, il s'est inscrit, bon, il est engagé sur le front de l'Est, il a ensuite été, il est mort, mais il a été fait libre, il est poète, il a même été le maire de sa localité, ce qui serait impossible aujourd'hui, bien sûr. Et alors, un jour, il me dit comme ça, je suis, comment on va dire, oh, il dit, vous savez, il dit, j'ai vu beaucoup de choses, il dit, en Russie, il dit, j'étais avec Monseigneur Mayol de Lupé, qui était un homme de la cour romaine, hein, de la cour romaine, qui faisait partie, qui était aumônier, et là-bas, qui était leur aumônier. Oh, mais il m'a dit, le jour, il dit que quand il était libre, ben, on rentrait en Russie, qu'on rentrait dans les églises, eh ben, quand il y avait l'office orthodoxe, ben, il faisait l'office orthodoxe, vous voyez. Et ah bon, c'est vrai? Ah, lui dit oui. Même quand on rentrait dans les synagogues, il récitait les psaumes de David. Bon, alors évidemment, je comprends bien qu'on puisse me demander, mais vous avez des preuves, vous savez ça? Oui, je veux dire. Mais même les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils savent ce que c'est que les psaumes de David? Est-ce que Ça vous voyez? m'étonnerait. Les gens ne comprendront pas où ils sont quand ils vous entendent. Vous comprenez? On a complètement déstabilisé. Complètement déstabilisé. Je me rappelle, je peux vous donner des exemples, mon Dieu, d'Autrichiens. Je sais que même se plaignaient du changement, mais nous sommes allés très vite dans le changement en France. Très, très vite. Et parce que ceux qui nous gouvernent ont joué sur le goût de la mode. C'est-à-dire tout ce qui est passé, c'est vieux jeux. Tout ce qui est, comment vous dire, tout ce qui a un certain temps n'a plus de valeur. Bon, alors, ce qui fait que mes livres, pas mes livres ici, mais les livres que je vois dans certaines grandes bibliothèques, là, de certaines librairies ici de la région, dans le Tarn par exemple, eh bien, me disent les libraires, c'est pas lu, quoi. Les gens viennent et ignorent même ce que nous présentons. Vous comprenez? Lorsque, par exemple, dans une école dont je peux parler, une école de la région, disons là, bon, les gens ne savent pas qui est Théophile Gautier, bon, Oui. et que lorsqu'ils apprennent son existence, ils ne disent pas mais qu'est-ce qu'on peut en lire, hein? Vous comprenez? Et c'est cette seconde question qui ne vient pas à l'esprit, parce qu'ils ont déjà été, comment on appelle, pourris. Et si vous regardez par le film, dans les films par exemple, regardez, dis ça aux auditeurs, s'ils sont encore là, patients de m'écouter, si regardez par exemple les prix du concours général, j'étais à la Sorbonne à ce moment-là, j'étais commencé à être étudiant, à la Sorbonne, c'était 62. On voit les gens recevoir le concours général devant Pompidou. On voit regarder, non pas l'habillement, mais l'expression des personnes. Elles sont à la fois plus jeunes qu'aujourd'hui et en même Oui. temps, on les sent plus fermes. On les sent, disons, plus actives. Et c'est ce principe d'activité qu'on a enlevé dans la jeunesse, voyez-vous. Alors, comme bien sûr, les gens ressentent de la froideur en eux, ils réagissent quand même, parce que la nature réagit. Mais ils réagissent, et ça, c'est le second effet, si je puis dire. Non, je sais pas effet. Un second effet. Cette violence qui est là, alors elle est récupérée, comme on recueille une sève sur un arbre, voyez-vous, elle est récupérée par ce qu'on pourrait appeler le système, voyez-vous, qui nous gouverne, la manière de vivre, enfin la manière d'être, disons, d'aujourd'hui,
pour pouvoir justement l'orienter vers une sorte d'autodestruction, voyez-vous, ou alors une destruction d'autrui. Mais quant à la réflexion que vous faisiez là sur Brzezinski, par exemple, en effet, à propos de Claire Séverac, Brzezinski a dit, en effet, je le résume pour les auditeurs, que seul avec le tiers de la population, on pourrait, disons, satisfaire aux besoins de faire marcher les machines, vous voyez, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Ce qui est écrit sur les Georgia Guidestones. Voilà, c'est écrit aussi sur les Georgia Guidestones. Et deuxièmement, ensuite, disons que ce qui restait eh ben, devait être entretenu, c'est tout, devait être occupé à des bêtises, enfin, occuper leur temps, si vous voulez, comme vous faites paître un troupeau. Vous voyez? Et ça, c'est une. Attendez, je vais. Et ça, c'est une. Ah, c'est ça, et ça, c'est une. Comment dire excusez-moi. Attendez, ça, c'est une. Voilà. Voilà. Et ça, c'est disons, une façon d'être qui est. De vivre, d'être, disons plutôt, qui est déplorable, évidemment. Et alors, donc, il ne restait que le tiers simplement de la société d'aujourd'hui serait pour Brzezinski, disons, tolérable, nécessaire. Et donc, les deux tiers sont inutiles. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Je ne le crois pas. Je crois que. Moi non plus, je ne crois pas. Non, je crois que c'est une intoxication et que, d'ailleurs, pour créer des troubles, voyez-vous, voyez, parce que ce que l'on veut, c'est, on ne peut pas supprimer des extrêmes. Bon. On peut unir des extrêmes, mais il reste des extrêmes. Voyez, vous avez la droite et la gauche, ça aura toujours la droite et la gauche. Bien. Mais on peut irriter les extrêmes les uns contre les autres. C'est-à-dire rendre la personne d'aujourd'hui insupportable à elle-même. Alors, elle vieillit vite de ce point de vue, elle se sépare de sa propre société, des enfants, des petits-enfants, parce qu'on parle du détachement des enfants. Vous avez également le détachement des parents vers les enfants, ou des grands-parents vers les enfants. Vous avez les deux, dans les deux sens qu'on le voit. Et en fait, les plus coupables, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les enfants, c'est les enfants qui abandonnent les parents. Alors, vous avez des parents qui abandonnent les enfants. Je dis à mes camarades, tu as vu tes petits-enfants? Oh, mes petits-enfants, il faut ce qu'ils ont à faire. Hein. Bon, on peut dire ça, mais enfin, oui, mais à longueur d'année. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'ai des enfants partout, je veux dire des amis partout. Quoi, les enfants, je vois les enfants de mes amis, etc. Et oui, ben ah là là, toi tu es toujours le même. J'ai dit oui, ben oui, comment? Mais toi aussi, je lui dis, tu es le même. Et pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne demandes pas quelque chose? Ils ne viennent pas. Mais je dis, je sais pas moi. Avant, c'était un pas. Et ils ne le font pas. Et entre eux, je vois mes camarades, par exemple, que j'avais moi dans les années, on a été dans les années 60, par là, 59-60, eh bien, je les vois frileux, voyez-vous, et abandonnés, bien sûr, abandonnés, bon, après un divorce, deux divorces, etc. Ils se sentent abandonnés. Alors ça, quelle chaleur peuvent-ils donner? Quel moteur peuvent-ils donner à la société? Aucun. Bah, aucune. Mais par contre, moi, ce que j'arrive pas à saisir, mais malgré tout, bon, j'ai des réponses, je n'arrive pas à militer à ces réponses-là. C'est de voir que tous les gens qui nous gouvernent, enfin, je parle pas des gouvernements, mais je parle vraiment des gens qui ont énormément de pouvoir, qui se sont enrichis et qui ont un projet, ce projet destruction de l'humanité. Enfin, on se croirait presque dans un film de science-fiction lorsqu'on entend ça, et de formater une population d'ignards, froids, stupides. Enfin, vraiment, je ne comprends pas comment, quand on a tout, quand on possède tout, quelle est l'idée de... Je vais vous donner, Mézi, un exemple de cette froideur. J'étais dans les Pyrénées avec un physicien qui est très jeune pour moi, comme il avait 58 ans, je me dis, bon, comme mon neveu, et alors il faisait une conférence sur un chapitre de physique où il parlait de la mécanique des fluides, tout ça, c'est pas difficile. Enfin,
Et il critiquait, comme beaucoup de gens ont critiqué, la thèse de comment s'appelle-t-il, Einstein, oui, sur l'éther, disant que Einstein dit que l'éther est une notion dont on peut se passer, etc. Alors que c'est l'inverse, enfin, ça peu importe. Et alors, il me dit, j'ai essayé de dire ça, il dit, c'est un breton, je crois, monsieur, j'ai essayé de dire ça à Paris, à mes camarades, il me dit, mais non, il dit, tu ne pourras pas venir, il dit ici, parce que je crois que c'était sur le plateau de Saclay, si je me trompe, au-dessous de Saclay, je ne me rappelle pas. C'est là où, au temps de Sarkozy, a été bâtie d'ailleurs une très grande cité universitaire, avec très grande, un ensemble universitaire, avec des grandes écoles, choses comme ça. Et il m'a dit en effet, il m'a dit, je connais ces étudiants. Quand je parle aux étudiants des grandes écoles, qui sont là-bas, de ces grandes écoles, ils sont rendus orgueilleux par les professeurs, vous voyez. C'est-à-dire que non, non, on ne parlera pas de ça, ça c'est idiot. Ils n'ont aucune curiosité. Alors il m'a montré par exemple sur les terres une thèse de 1915 à française, de nommé Le Cornu, qui est à la comment on appelle, qui est à Polytechnique, et qui a été héréditée par les Américains, qui est très intéressante justement là-dessus. Et alors il dit ça, alors là, pas question, je ne peux même pas dire à un étudiant, regardez ça. On lui a appris, a priori, qu'il ne fallait pas s'en occuper. Voyez-vous. Donc c'est vraiment, et ça parce que, et pourquoi? Parce qu'on leur dit, vous êtes déjà dans une grande école, vous êtes supérieur à la moyenne des gens, etc. On joue sur l'orgueil. Vous voyez? Oui, tout à fait. Vous allez me dire, mais c'est partout pareil. Non. Je dis non, quand même, quelquefois, oui. Non, je me rappelle très bien je vois en Allemagne, par exemple, c'est pas le même genre d'instruction. Euh, je voudrais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent encore, ceux qui ont la patience de nous écouter. Ça n'a pas la même chose en Allemagne, je l'ai vu en philo dans d'autres domaines. D'abord, il n'y a pas de, par exemple, l'agrégation n'existe pas, des choses comme ça. C'est-à-dire quelqu'un ne vit pas sur la réputation de ce qu'il a fait à tel endroit, à tel Tout à moment. fait. Il vit sur sa capacité de travail. Et moi, je vous donnerai un Ça, exemple c'est justement vrai. chez Siemens, j'ai entendu dire, j'ai lu dans le Figaro il y a très longtemps, on avait reçu le président directeur général de cette grande entreprise allemande, vous savez, SIEMNS, Siemens. On lui a dit, quelle grande école vous avez faite? Il dit, chez moi, il dit, nous n'avons pas ça. Il dit, j'ai fait de grande école. De toute façon, il dit, c'est pas le même système. De toute façon, il dit, chez nous, pour être chez Siemens, président directeur général, il faut avoir fait tous les échelons de chez Siemens, à commencer par C'est le plus. vrai. Moi, j'étais ouvrier longtemps, etc. Alors, on disait, les journalistes n'en revenaient pas. Ben, évidemment, écoutez, c'est tellement évident, évidemment que je ne veux pas dire que tout le monde est. En France, tout le monde voudrait être président-directeur général. Non, mais non, Tout à fait. il faut qu'il y en ait un qui ait cette capacité parce qu'il a une histoire qui fait qu'il a connu ceci, ceci, cela, et que vous êtes passé de l'autre côté, etc. Mais vous êtes agrégé, vous êtes agrégé au système, vous formez une substance, si vous préférez. Bon, et ça, on ne l'a pas. C'est pour ça, du reste, que notre société, disons, est mangée un peu par l'orgueil, les illusions de l'orgueil. C'est pas simple. On voit l'orgueil comme quelque chose qui vous écrase. Non, l'orgueil, c'est ce qui trompe la personne orgueilleuse elle-même, en premier. Je sais pas, moi, peut-être que je devrais lui faire des sermons avant, mais enfin, c'est de la morale. Quand on dit c'est de la sermon, oui, mais c'est de la morale. Et vous savez, je vais vous dire, nous avions en philosophie autrefois des livres, jusqu'en des années 64, après ça s'était passé. Nous avions un chapitre de psychologie, de morale et de logique. Je vais vous donner un exemple à Toulouse même. J'étais avec une amie japonaise à Toulouse, une élève japonaise. Et elle me montre ses professeurs de thèse. C'est une thèse de troisième cycle. Bon, c'est bien. Et, ou plutôt un mémoire, des professeurs de son mémoire. Et alors elle me présente, et puis le garçon me dit, bon, la casquette un peu vissée sur la tête, tout ça, enfin bon. Enfin bref, non, mais ça fait rire un peu parce qu'on voit un peu le genre, comme on dit. J'ai une famille de chemisiers, donc on voit bien le genre quand on apporte quelque chose. Eh bien, il me dit, le comité a décidé, il n'a pas dit nous avons décidé. Le comité, donc des professeurs, a décidé d'ôter, enlever de la licence d'enseignement la discipline de la logique. Bon, ça, dans un roman de science-fiction, vous le faites. Je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu. Effectivement,
ces gens à qui on donnait, imaginez la duperie envers les parents, enfin quand même, parce que un enfant qui a 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans en licence, c'est un parent, vous savez ce que c'est, ben, vous le voyez toujours comme le garçon qui a 15 ans, 14 ans. Donc vous pensez qu'il est en de bonnes mains? Non, il ne saura jamais ce que c'est qu'une déduction, une induction, un raisonnement par probabilité, il ne saura pas. Quand j'étais moi-même à la Sorbonne, on avait un professeur bon, qui est mort maintenant et qui était très, très radical, si je puis dire, qui était originaire du Sud, qui était le fameux Canguilhem. Hein. Il avait dit, il avait affiché qu'il ne voulait pas entendre parler de tel traité de logique, vous voyez, il ne voulait pas. Il avait dit qu'il sanctionnerait les gens qui l'emploieraient. Alors, j'ai rapporté ça à Vienne. Bon, ben, ils ont dit ça ne nous étonne pas de la France, oui. Oui, en effet. Alors, on voit très bien, il y a un grand traité de logique qui est Zigwart, S majuscule I-G-W-A-R-T. Grand traité de logique allemand du 19e siècle. Il est toujours utilisé, pensez bien. La logique d'Aristote aussi est utilisée. Et lui, moi, le professeur avait écrit Dieu et son âme. Il avait écrit même moi, Heidegger, moi vivant, Heidegger ne rentrera jamais à la Sorbonne. Une fille me dit qu'est-ce que c'était Alain Picard Richelieu, je crois. Il a écrit ça, voilà. Eh bien, alors quand je racontais ceci à l'extérieur, y compris en Belgique, vous voyez, on disait ah c'est français. Alors que vous-même, nous-mêmes, nous sommes dans une société française et disons que les choses se passent plus mal qu'ailleurs quand même dans ce qui est mauvais, parce que justement il n'y a pas de, on a formé les gens finalement à accepter, à imposer la tyrannie à leurs voisins. Vous comprenez? C'est-à-dire à ceux Ouais. à ceux qui sont proches, à ceux qui est le prochain. Ouais. Évidemment, c'est Vrai. l'évangile complètement renversé, vous voyez, complètement renversé. Oui, c'est. Je crois il y a des sources psychologiques, il y a des sources. Alors on me dit ailleurs c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux, mais ici, disons, il y a quand même des choses qui sont pires aussi. C'est-à-dire, C'est bien pire ici. on devrait bien prendre exemple sur ce qui est bon, vous voyez, et non pas prendre, enfin, prendre ce que nous avons et sans le voir. Alors évidemment, vous avez enfin, sans voir les dégâts. Quand je vois le président de la République parler, bon, un jour, ces parents d'élèves dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils m'ont dit il y a un gars de chez nous, il y a un homme de chez nous qui se présente aux élections. Ah bon, il y a un homme de chez nous, ça veut dire. Un homme de chez les Jésuites. Ah bon, très bien. Et Damien, ah bon, c'est bien, c'est Macron. Bon, bien. Et je lui dis, bon, et puis j'ai vu Macron, bon, oui, c'est un homme qui vit, on dit il vit à la manière américaine, c'est un French leader, tout ça. Non, oui, un American leader, un truc comme ça. Non, oui, bien sûr. Mais il vit aussi avec ce côté absolument effrayant du radicalisme français, c'est-à-dire ceux qui ne portent pas de masque sont des ennemis. Vous voyez, au lieu de rassembler des gens qui sont. Et de rassembler. Rassembler, ça ne veut pas dire vous êtes tous mignons, mais disons, voilà, il faut bien comprendre ceci d'un côté, mais de l'autre côté, il faut également ne pas faire cet excès-là et appeler, par exemple, à une certaine compréhension, à ne pas diaboliser les autres. Alors, alors ensuite, vous avez, bon, évidemment, vous avez les conséquences avec, même grotesques, enfin, avec ce qui s'est passé dernièrement à la télévision, enfin, ce qui se passe partout, enfin, les télévisions, mais vous avez, c'est-à-dire, on retourne, ça c'est malheureux, on retourne quand même aux périodes révolutionnaires de notre histoire, et ça c'est le pire. Moi je cite, en conclusion, bien sûr je peux citer, mais je voudrais dire un mot quand même après sur encore la dernière conséquence de Kaboul, là, de ce qui est arrivé en Afghanistan. Bon, je citerai Voltaire, vous savez, Voltaire a dit que nous étions une nation toujours légère, quelquefois très cruelle. C'est une citation. Une lettre envoyée à son camarade d'études, qui a été d'ailleurs l'amant de sa femme, parce que Voltaire avait une épouse. Attendez, je m'excuse. Une épouse, c'était la marquise du Châtelet, et c'est le vainqueur de Fontenoy, ce duc de Richelieu. Il a dit ça en 1771, oui. Nation toujours légère, quelquefois très cruelle. C'est vrai que nous sommes quelquefois très cruels, et aujourd'hui, nous rentrons dans cette période, dans une période où cette cruauté, malheureusement, peut s'exercer. Et je voudrais terminer, joindre à cela ce qui s'est passé à Kaboul, parce que ce qui s'est passé à Kaboul, là, est, à mon avis, un cadre
le cadre, disons, d'une sorte comment vous dire, pas de chasse à l'homme, mais de guerre civile, de guerre intestine, comme on dit autrefois, plutôt que civile. C'est pareil, une guerre intérieure, voyez-vous, qui opposera, soi-disant, aux islamistes le reste de la population, voyez-vous. Et ça, je crois que cette perspective n'est pas, comment dire, inimaginable, n'est pas irréalisable. Je crois que nous risquons véritablement une lutte civile avec des Bataclans, comme on dit. Bon, je veux bien que chacun ait ses responsabilités, mais quand même. Mais vous pensez que ça a été, Oui. vous pensez que, excusez-moi, professeur, vous pensez que ça a été orchestré? Que bon, sincèrement, ça arrive à point nommé tout de même. Mais disons orchestré. Ah oui, je pense que ça a été orchestré. Je pense, oui. Orchestré là-bas, oui. Non, je vous dis oui avant même que vous posiez la question. Oui, parce que j'anticipe la question. Et oui, je pense qu'ils le savent, bien sûr. Mais bien sûr, pensez bien que depuis des mois, même Trump avait dit qu'il voulait se retirer de l'Afghanistan. Biden a dit qu'il se retirait de l'Afghanistan. Bon, est-ce que les Israéliens ont protesté quand ils ont dit qu'ils se retiraient? Pas du tout, vous voyez. Ils savent très bien qu'ils veulent mettre une bombe, comment ça, une mine flottante, si je puis dire, contre l'Iran. Et ils peuvent réussir d'ailleurs avec ça. Hein. Ils peuvent réussir à déstabiliser. C'est-à-dire, l'intérêt de le faire, c'est de justifier les interventions futures en Orient, évidemment. Et de faire en sorte, ça c'est quand même le dernier mot, de faire en sorte qu'il y ait un affrontement entre l'Est et l'Ouest et l'Est. Hein. Je n'ose pas en dire plus parce que là, on va croire que je fais ça par voyance, mais il y a un peu de ça. Et qu'on sorte l'as de trèfle. Alors, je demanderai, si vous voulez, voilà, ce sera mon devoir pour les auditeurs, que peut être l'as de trèfle qu'on va nous tirer, voyez-vous, qu'on va nous tirer en disant, voilà, c'est l'as de trèfle qui va nous sauver. Bon, écoutez, il suffit de parler 3 minutes à un militaire aujourd'hui en France et à évoquer la Turquie, vous voyez, il va vous dire qu'on a besoin de lutter contre les Turcs et a trouvé, bien sûr, un général, Napoléon, pour lutter contre les Turcs. Un Napoléon, bien sûr, qui est un peu court sur pattes, mais qui est très populaire, en tout cas. Je peux le dire dans l'armée. Je vois les anciens, mes camarades dans les qui sont dans l'armée, ils sont devenus, ah oui, vraiment. Enfin, il aime bien, il est bien cet homme, bien sûr, c'est sympathique, mais enfin, disons, je ne sais pas si vous savez à qui je pense, mais disons qu'il est marqué dans les prophéties. Je verrai ça, je vais parler, je vais, comme dit, qu'on hausse les épaules à la fin de mon discours, disons, de mon entretien. Oui, bien sûr, on peut hausser les épaules. En effet, ben, je hausse les épaules, mais c'est intéressant de voir les prophéties allemandes en particulier qui sont faites. Je regarde Erlmeyer, hein, il a fait un livre qui a été préfacé par le prince de Bavière, qu'on trouve difficilement, oui. Enfin, disons que on veut savoir qu'est-ce que je peux penser. Pour moi, tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire, finira bien celui qui est bien. Voilà. Et que nous serons un peu disloqués, quoi. Disons que vous voulez que je fasse comment on va dire, une allusion à l'actualité. Bah, je trouve que dans ce, comment vous dire, dans ce choc qui va venir, c'est pas sûr qu'on conserve la Moselle, non. Je crois que là, il y aura peut-être, à mon avis, disons, une sorte de réaménagement de la vie française. Je crois que la vie française sera, oui, je crois que le pays, c'est ce qu'on dit dans les prophéties, en tout cas, sera, disons, continuera, mais il sera victime de sa propre mentalité, en particulier d'avoir supprimé la véritable aristocratie des siècles passés, et pas l'aristocratie du Champagne, qui n'est pas l'aristocratie de l'Académie française, mais qui était simplement des gens locaux, qui avaient souvent des militaires, tout ça, des gens qui avaient je l'ai connu ici dans le Sud encore, qui donnaient dans leur famille un exemple d'éducation, tout ça. Et je crois que ça, malgré tout, bon, les gens le voyaient, mais la jeunesse dont vous parlez n'a aucune image, n'a aucun modèle devant elle. Elle n'a pas de modèle. Elle ne va pas couper la tête à un aristocrate, elle ne sait pas ce que c'est que l'aristocratie. Elle ne sait pas ce que c'est, elle n'en trouvera pas. Et moi, écoutez, je me rappelle quand même, écoutez, on faisait quand même en cinquième, je terminerai là-dessus, cette jeunesse que j'ai connue, en cinquième, c'est-à-dire à 11 ans, j'avais 11 ans, enfin, mettons peut-être 12 ans, elle commençait quand même
à étudier les premiers textes grecs, c'était Xénophon sur l'enfance de Cyrus. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand je suis allé en Iran, j'ai pensé à Cyrus. Moi, je le connaissais depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Je ne le connaissais pas comme un spécialiste. Je n'étais pas spécialisé dans Cyrus. Mais disons que quand j'en parle à mes camarades, des médecins, des ouvriers spécialisés, des gens comme ça qui ont fait avec moi, parce qu'il y avait des gens qui étaient sortis ouvriers ou ingénieurs, et ils le savent. Ah oui, Cyrus, ça me dit quelque chose. Ah oui, l'enfant, là, oui, vrai. Dans Xénophon, demandez maintenant à une agrégée de lettres, j'en connais, d'avoir l'agrégation maintenant. Je dis, est-ce que tu as lu, je ne sais comment, sympathique, démocratique, mais sympathique. Hein. Non, ah ben, tu sais, j'ai fait du grec depuis 5 ans. Même, j'ai fait du grec depuis 5 ans, même, voilà. L'agrégation, quand même, je dis, il faut quand même connaître. Je parlais, est-ce que tu connais ce que Platon a dit sur l'âme, là? Sur l'âme, par exemple, le jugement de l'âme à la fin. Elle m'a dit, non, mais avant, j'aurais dit, ça c'est la nouvelle génération, quand même. J'aurais dit, mais où ça se trouve, où ça, qu'est-ce qu'il dit vraiment, Platon? J'ai jamais entendu parler, tu peux m'expliquer? Maintenant, vous n'avez pas le questionnement. Vous voyez? S'ouvrir, Goethe a dit, questionner, c'est s'ouvrir à ce qui est déjà ouvert. Et pour eux, c'est fermé. On ne peut pas s'ouvrir puisque le reste est fermé. Le reste est complètement scellé. Alors, c'est pour ça que ça peut se transformer en violence. J'avais un professeur qui est mort à sa table de travail, Dreyfus de Foyer. J'ai fait un livre sur lui, enfin, j'ai fait un livre sur Platon. Je ne dis pas ça pour les auteurs, un livre à mes frais, dans lequel je parle de lui. Il était contre la psychanalyse, tout ça. Il avait tous ses congénères contre lui, et vraiment, il en est mort, vous voyez. Il avait fait un traité sur la violence. Et Ricoeur, qui a été l'élève du professeur de Macron, avait dit, on y parle, ce livre est mauvais, on n'y parle pas assez de Freud, de Marx et de Nietzsche. Bien, d'accord. Il en parlait mais à titre de médecin, parce qu'il était interne des hôpitaux. Hein. Et en effet, il m'avait dit que la violence venait du fait que les relations sociales rendaient les gens indifférents les uns aux autres. Et non pas du tout quand il y avait justement une communion. Je vais vous dire quelque chose sans préciser, donc pour avoir la conscience tranquille. Hein. Et une femme que j'interrogeais, bon, enfin de l'autre côté, dans l'Est, quoi, elle me disait, quand on parle des horreurs, tout ça, si nous avions connu ça, mais nous formions un peuple uni, sensible, on se serait levé comme une masse. Aujourd'hui, on vous parle de massacre quelque part. Est-ce que vous aurez des gens qui vont se lever? Personne. Mais personne ne se lève. Personne. Là, je reviens de voir une infirmière. Bon, je ne raconte pas parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais elle me dit rendez-vous tel jour, elle dit ça, tel jour, je ne peux pas venir. Je dis, je n'ai pas de voiture. Elle se met à hurler. Je dis, écoutez, arrêtez, ne soyez pas arrogante. Je dis, je ne peux pas. Mais elle se mettait à hurler. Et elle a hurlé parce qu'elle a l'habitude de hurler. C'est tout. Parce que les enfants qui sont autour d'elle, elle est obligée de hurler parce qu'ils n'écoutent pas. Et les enfants d'ailleurs n'écoutent pas parce qu'ils hurlent eux-mêmes. Oui. Alors évidemment que cela va de soi. Le hurlement fait que c'est ainsi. Et je dois dire que non, je crains, disons d'abord deux choses en pratique, vous voyez. Je crains que ce ne soit pas anecdotique qu'il y ait cette chute de Kaboul, comme on dit. Je crois que, vous savez, quand vous voyez la chute de Kaboul, vous voyez que les Chinois s'en félicitent, que les Russes trouvent que c'est très bien, que les Américains n'ont pas une protestation extraordinaire, et qu'ils ont laissé l'armée afghane, l'armée régulière afghane, on dit mourir de faim, comme je l'ai lu, ça. Bon, on peut se demander s'il n'y a pas quand même un trio, hein, s'il n'y a pas, disons, des ententes. Alors, on vous dit ça, c'est de la paranoïa. Ben oui, c'est peut-être de la paranoïa. J'espère que c'est de la paranoïa. Je crains malheureusement que ce ne soit qu'une sorte disons, de reste de bon sens dont nous avons hérité, des points de génération plus calme. Et là, imaginez qu'il y ait qu'en France, mais bien sûr qu'on va dire que maintenant nous avons trouvé, vous aviez, le 11 septembre, on vous parlait du Mollah Omar, le Mollah Omar qui dirigeait des Boeing sur. Bon, écoutez, on va célébrer bientôt le 20e anniversaire de ça. Écoutez, vous croyez encore, enfin, c'est incroyable. Non, mais on ne peut pas y croire. Vous ne direz rien. Ben oui, et alors, vous dites ça, bon. Et vous avez la personne, l'autre immeuble qui s'effondre, et puis la personne vient de la tirer. Vous avez même la speakerine qui dit les tours sont tombées, et elles ne sont pas encore tombées.
On les voit derrière, la tour qui tombe derrière. Et écoutez, il y avait eu 2 minutes, 1 minute de trop, vous voyez, d'avant. Écoutez, vous arrêtez le cinéma. Hein. Eh bien, Oui, les mais gens. les gens n'ont pas de mémoire, professeur. Ah, je sais qu'ils n'ont pas, mais je sais qu'ils n'ont pas de mémoire. Je Ils sais n'ont qu'ils n'ont pas pas de de mémoire. mémoire. Ils n'ont pas de mémoire. Vous leur racontez ça. Vous leur racontez par exemple que ceux qui ont. Monsieur Le Breton, que j'ai vu il y a quelque temps, me disait, Oui. le professeur Breton, me rappelait que le commando qui a tué Ben Laden, soi-disant, bon, mais admettons, eh bien, ils sont tous morts dans un accident ils sont tous tombés, le même commando, hein, et en grande partie, tout au moins, est tombé dans un accident d'avion, un accident d'hélicoptère. Voyez-vous. Ça Euh, arrive. oui, ça arrive. D'ailleurs, c'était mixte, il était mixte, il précise, vous voyez. Égalité homme-femme dans la mort. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, c'est quand même méprisé. On a supprimé des témoins. Mais bien sûr que c'est. Enfin, écoutez, mais ça ne tient pas. Vous voyez des gens depuis l'Irak, depuis l'Afghanistan, en train non, mais quand même, de diriger des opérations de ce genre. Mais alors, moi, je dirais, que dira-t-on plus tard? Ben, vous savez, je ne sais pas, les gens prennent ça pour. Qui vous diront ça ne m'intéresse pas, ou c'est. Ils vous diront, mais vous savez, tout ça. Oui, ça, moi, l'histoire, ça ne m'intéresse pas, de toute façon. L'histoire, non. D'ailleurs. L'histoire, je la fais moi-même, l'histoire. Voilà, vous voyez? C'est bien, oui, d'accord, mais fais soi-même, et que le reste, non. Le reste, c'est des trucs pour les vieux, les mecs qui ont 50 ans, vous voyez? Bon, ben, voilà. Bon, Bah, alors, évidemment, je suis un revenant, bien sûr, vous voyez? On m'a dit même qu'il y avait, écoutez, je termine, je sais bien, je suis prêt à tout, pas à tout, m'a faire entendre des choses, mais quand même, que l'on me dise qu'il y a des reptiliens qui ont 8 mètres de haut. Vous voyez, c'est possible aujourd'hui parce que les gens ne réalisent pas ce que c'est qu'un reptilien, qu'avoir 8 mètres de haut, vous voyez. Je vois difficilement quelqu'un de 8 mètres de haut rentrer dans le magasin de mon père là, pour prendre une chemise, vous voyez. Ma soeur lui aurait fait la prise de colle, tout ça, vous dit voilà. ça aurait été un peu compliqué. Elle avait pas des reptiliennes, mais des coupes. Souvent, la jeune femme, la dame disait, le monsieur disait, mon Dieu, j'ai un bouton qui va, je vais vous le. Ma soeur disait, je vais vous le coudre, hein, enfin le bouton sur place. Oui. Mon Dieu, et devant sa femme, il disait, mon Dieu, vous savez que vous pourriez faire ça. Et la femme disait, je ne sais pas le faire. Écoutez, quand même, on apprend à coudre un peu un bouton, non? Elle faisait ça et vous êtes évidemment, c'était. Et je termine sur ces boutons, sur cette génération qui est passée et qui. Je peux dire que d'après ce qu'on raconte, tous ces événements horribles ne, ne se feront pas attendre longtemps. Je crois que. Non. Non, je crois que ça va être une accélération. Une accélération, vous voyez. Et au bout de cette accélération, mais nous perdrons beaucoup, beaucoup, beaucoup. On me dit, vous êtes pessimiste. Hein. Vous savez ce que je dis pessimiste, oui. Bah, je dis, mais je sais que mes descendants, enfin ceux qui ressembleront à mes descendants, je dis, bah, écoutez, ils pourront prendre le train un jour à Paris, ou à Strasbourg, disons, et puis aller jusqu'à Königsberg, quoi, pour voir Kant, le tombeau de Kant, quoi, voilà. On pourrait y aller directement, voilà. Mais l'as de trèfle est toujours là. Et voilà. Et donc là-dessus, sur ces prophéties, vous voyez, je parle comme oui, par énigme, mais c'est vrai quand même que nous serons, je pense qu'il y aura une réduction de population, bien sûr, mais par la guerre. Ils feront ça par la guerre. Oui, je pense aussi. Je Bah, pense. disons que l'accélération, elle peut se faire parce qu'ils comptent énormément sur, l'hypnose des gens et aussi, C'est vrai, l'amnésie parce que les gens sont amnésiques, hein, il c'est y a pas ça. longtemps, on avait fait une vidéo l'année dernière, j'avais dit: «De toute façon, les gens avaient même oublié, le fait même d'avoir été enfermés pendant 3 Oui, mois à oui, la oui. maison». Les Ils gens l'ont ont oublié. Ça a été effacé. Donc Ça a été ça a effacé. été effacé. Les gens vont oublier tous les événements et même là, tout ce qu'on dit, même par rapport, aux Afghans, il y aura très certainement, je suis d'accord avec vous, des attentats en France. Moi, j'en suis persuadée parce qu'ils vont supplanter, la crise sanitaire qui Voilà, s'essouffle, hein, exactement. Exactement. Ils vont supplanter la crise et sanitaire. et les gens vont oublier. Les gens vont oublier. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les gens vont Bien oublier, sûr, ils vont pas je savoir. sais, je sais, je sais, Et je sais. puis on va restreindre encore nos libertés, encore plus par rapport à, je ne sais pas moi, une crise, enfin du terrorisme ou une Oui, crise oui. économique, et en fait, les gens auront oublié qu'on les a amenés là. On les a Bien accompagnés. sûr. Mais ils Les n'auront gens vont pas l'oublier ça. l'historique de ce qui s'est passé. Ils ne pourront pas C'est ils terrible, n'auront plus la force de refaire l'histoire. Disons c'est qu'ils n'ont pas terrible. une conscience historique. C'est-à-dire ils ne peuvent pas remonter une enquête, vous voyez. Ils ne peuvent pas faire Non, une enquête, remonter aux non, causes.
C'est chercher des inquiétant. causes. Oui, c'est très inquiétant. Et c'est cela que justement C'est je trouve qu'il faut faire, il faut prendre garde, disons, maintenant, à ce qui va se passer. Vous verrez que dans très peu de temps, moi je pense que dans très peu de temps, on pourra vérifier ce que malheureusement, je sens, hein, mais je peux me tromper, mais je ne crois pas, qu'il y aura vraiment des attentats, des choses comme ça, et que, alors là, on passera à un deuxième stade de terreur. Voyez. oui, on C'est-à-dire, prépare le terrain en tout cas. on prépare le terrain, et c'est tout. Et, écoutez, c'est le. Ben oui, on prépare le terrain. Alors, vous voyez, les gens diront c'est pas mon affaire, c'est ceci, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils Voilà, diront. c'est pas. Et quand je vois, mon Dieu, que mais tout, il suffit de. Je vous dis, comme disait mon professeur de philo, il suffit de. Comment ça s'appelle? D'un rien pour que tout devienne, disons, une matière, disons, un affrontement. Et parce Oui, que d'un côté, il y a eu une très grande liberté de représentation, etc. Et d'autre part, parce que, bien sûr, dans la violence, par exemple, la violence de la jeunesse était calmée par certains interdits, par exemple, mmh. des femmes, des filles, par exemple. La personne faisait sa cour à une fille, faisait des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y avait toute une dépense d'énergie qui était là, qui était naturelle, qui était une sorte de courtoisie, si vous voulez. Bon, tout ça, dans la société aussi, il y avait une courtoisie entre les gens obligés, bien sûr, mais Bien habituelle en sûr. fait. Et elle permettait justement de- d'éviter les affrontements, les affrontements Mmh. directs. Et vous ferez affrontement direct, c'est-à-dire les violences, ça se tournera en crime, ça se tournera aussitôt. Regardez le nombre de crimes Mmh. qu'il y a euh, pour des riens, pour des riens pour des rien, Mmh. un coup de poignard à quelqu'un. Alors, on peut dire, ah oui, il a donné un coup de poignard parce qu'il est d'origine afghane ou africaine, voilà, on dira ça. Et il y a également des non-africains et des non-afghans qui vous donneront des coups de poignard. Et, On est il y a d'accord. tout ça. Alors, est, tout ceci est bien laid, d'abord, c'est ce que disaient les anciens auraient dit ça, bien laid, et cruel, évidemment. Mais je trouve que ça ne peut pas durer. Voilà, ça ne peut pas durer. Non, je crois qu'il y a quand même des règles naturelles, intrinsèques, disons, à la Oui, nature, à la création, appelons comme on veut à cette œuvre qui est devant nous, quoi. Cette œuvre qui est en nous, à côté tout de est nous. un cycle. Et alors tout le reste, non. Moi, je reviens encore sur par exemple, à la critique littéraire d'aujourd'hui. Je vois ce qui est écrit, écoutez, euh, ce qui est écrit ne tient pas. Ce qui est écrit ne tient pas et ne peut pas Mmh. intéresser même ceux qui le lisent. C'est-à-dire qu'on écrit des livres pour dégoûter les gens de la lecture. C'est quand même énorme. C'est Ah c'est ben ce oui, que je me c'est énorme. disais en C'est génial. C'est-à-dire que tout à fait. à la limite, c'est celui qui ne lit pas qui est plus sain que celui qui lit. Alors le résultat, évidemment, Pratiquement. mais oui, c'est pas possible. Et moi, j'ai regardé l'autre jour, mon neveu regardait un livre de latin que j'ai de sixième, et qui est à côté de moi là. Et alors, il n'avait pas vu que c'était marqué de sixième, vous voyez. Il regarde les illustrations, les exercices, le lexique. Et puis il tombe sixième, 1933, janvier 33, collection Le Père de Beauvais, du Père de Beauvais. C'était, Mmh. bon, ben, il y a eu un choc, hein. Ben, j'ai dit oui, c'est des livres en sixième, je ne parle pas de la cinquième. Alors Oui, évidemment, oui, oui. vous aviez euh, les gens ne se demandent pas pourquoi ça existe, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. J'ai acheté Ils ne quelquefois, savent pas. pour deux fois rien, j'ai acheté des livres bien reliés du 19e, qui étaient des discours latins à Toulouse, vous savez, dans les académies, dans lesquelles se réunissaient non pas seulement des professeurs ou des prêtres, mais également des propriétaires terriens, des gens comme ça, vous voyez, qui aimaient que l'on écoute des poèmes qu'ils avaient faits dans le style de Virgile. Et moi, j'en ai un qui fait à peu près, je sais pas, qui fait 10 pages de poèmes, dans les règles virgiliennes. C'est de Toulouse, hein. C'est pas un auteur Oui, oui. je crois, du côté de Castelnaudary, vous voyez. Bon, je le vois. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Rien, hein. Simplement que je vois qu'il y a plusieurs Rien à poèmes, ajouter. et qu'ils trouvaient des lecteurs, puisque c'est en livre, hein. Vous comprenez? C'est pas des gens qui ont fait des livres pour eux-mêmes, quand même. Ils fait des livres pour être lus. Alors qu'on présente cette période comme une période sombre, une période de ceci ou de cela. Non, non, non. Bah, regardez un homme comme Clémenceau. Bon, je ne vais pas faire le jeu de mots qu'on fait d'habitude Mmh. sur Clément Le Sceau, mais non, mais il avait écrit sur Démosthène, etc.
Oui, ben non, parce qu'ils avaient été obligés de faire du grec. Vous comprenez? Oui, parce Oui. que les Français étaient pour Démosthène, et puis nous, les Allemands étaient pour Échine. Bon, d'accord, parce que les Allemands étaient partisans du père d'Alexandre, tandis que nous, on était contre les rois, bien sûr. On était contre les rois, contre les empereurs, tout ça. On trouvait que c'était insupportable, vous voyez. Bien qu'on ait imposé des impôts avec Napoléon jusqu'à Danzig, vous voyez. On a quitté l'Allemagne en laissant l'impression qu'on vivait que des impôts. Vous voyez. Oui, mais tout ça, c'est. Alors, qui c'est qui le lit? Personne. Écoutez, je ne sais pas comment dire. Je regardais encore ce qu'on disait sur les frères Grimm, hein, les frères Grimm, vous savez, les auteurs des Oui, contes, bien dans sûr, une tout à littérature fait. moderne, sur un pastiche qui a été fait. Alors, le monsieur, il a fait le pastiche, les frères Grimm. Bon, d'accord, oui, c'est astucieux. Mais enfin, Wow. la personne qui était là, qui était une amie iranienne, je dis, mais vous savez, les frères Grimm, c'est des gens ils n'ont pas écrit des contes d'abord. Ils ont bien sûr rédigé des contes, mais ils ont d'abord écouté ce que les paysans disaient. C'est pour ça que dans les premières éditions des frères Grimm, c'est comment dirais-je, une vieille grand-mère qui est marquée, qui est une vieille grand-mère qui est peut-être, d'accord, c'est pas sûr, illettré, c'est pas sûr encore, de la Hesse, vous voyez. Bon, ainsi de suite. Le troisième frère était dessinateur, et ils ont fait ça par patriotisme, parce qu'ils voyaient que la langue allemande s'appauvrissait, ils avaient connu l'occupation napoléonienne, et il faut dire maintenant chercher dans notre propre trésor ce que nous avons. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Au moins que je ne dis pas qu'on les imite, mais quand même qu'on sache ce qu'ils ont fait. Et vous demandez à quelqu'un des frères Grimm, petite personne, non. Je vais vous donner un exemple, simplement. C'est ce que disait une amie tunisienne là, qui a été babysitter, mais qui est biologiste à Paris. Elle me disait, j'ai la fille d'une de mes anciennes amies, c'est une fille que j'ai connue en 70, donc elles sont évidemment certain âge, 70 ans maintenant. Et elle me dit, j'ai une amie, une petite fille là qui est là, et elle était en classe, et la maîtresse lui dit, est-ce que tu peux trouver une... Non, c'était pour Cendrillon. Est-ce que tu peux trouver, oui, Cendrillon, pardon, une fin pour Cendrillon qui soit différente de la fin du Prince Charmant, tout ça, vous savez, qui est stéréotypé. Elle a dit oui à 15 ans. À 15 ans, quand même, à 15 ans, je pense que je n'étais pas à lire Cendrillon, quand même. Bon. Moi non. C'est le stade. Elle dit oui, elle épouse sa sœur. Alors ça a été accueilli par bravo, bravo. Oh mon Bravo, Dieu. bravo. D'ailleurs, je vous ferai quelque chose. Je suis sur les LGBT, etc. Alors l'autre, Splendide. Samia a dit, tunisienne, elle dit, non, c'est pour pas dire ça. Elle dit non, je crois que c'est quelqu'un qui a dit non, il ne faut pas dire ça. C'est pas beau. Oui, mais toi, tu es raciste, Samia, etc. Donc, voilà. C'est Oui, tout. Eh bien, forcément. qu'est-ce que vous voulez? Alors, je ne vous dis pas des atrocités. Hein. Je ne vous dis pas dans les classes que j'ai appris où les gens louent leurs copines. Enfin, écoutez, je peux vous dire ça. Je Mon sais, Dieu. sous leurs copines pendant. Vous avez vous imaginez en classe, mais si, vous avez le copain qui est à côté, puis le copain, il reçoit. Je m'excuse de rire. Il reçoit une note pendant la classe. Parce que je te loue la copine pendant. C'est-à-dire, tu pourras, je ne sais pas, lui prendre le bras, l'embrasser si tu veux, enfin, si elle veut. Et pendant un quart d'heure, par exemple, et tu me files à peu près 20 balles, tu vois. Mais non. Et ça a été. Ah, si. Ça m'a été dit par des parents d'élèves, et je ne peux pas vous dire le lycée, parce que ça, je ne peux pas quand même. Et le lycée est un lycée parisien, et un beau lycée. Non, ce n'est pas Louis le Grand ni Henri IV, quand même, je fais. Mais disons un lycée connu. Et les parents ont protesté, bien sûr, ont protesté. Ont protesté. Oui, forcément, Et j'espère bien quand même. les filles ont protesté. Qu'est-ce que... Mais louer un quart d'heure, vous voyez. Un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, pendant un quart d'heure, tu fais ce que tu peux avec elle, mais tu as un quart d'heure, voilà, c'est tout. Mon Dieu. Alors, Enfin, vraiment, là, professeur, je pense qu'on touche le fond, là. oui, là, le navire ne peut plus Là, aller. on touche le fond. Mais écoutez, la violence dont je parle, elle vient de là. La violence tire là ses racines. Un type qui peut faire ça à sa copine dans une classe pour gagner 10 francs, Oui. 1 euro, 30 euros, 40 euros. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Imaginez qu'ensuite il devienne un ingénieur, enfin, pas un ingénieur, un financier, etc. Vous croyez qu'il aura des limites? Non, non. Et il n'a pas le sentiment de commettre une faute ni rien. Comprenez, s'il va avoir un prêtre, il va avoir faire Tout un à fait. psychanalyste numéro 2. Il vaut mieux pas y aller. Non, mais même pas un prêtre. Enfin,
il n'y a aucune méditation, il n'y a rien. Il me sonne, il y a rien. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a plus rien, il y a des gens qui se maintiennent, mais ça, je vous parle d'un lycée très important. Ce n'est pas Louis le Grand, ce n'est pas Saint-Louis, ce n'est pas Henri IV. Mais quand même, c'est un lycée Bon, important. Un c'est lycée... quand même un lycée Ah dans oui, Paris intramuros. Paris intramuros. Vous comprenez, c'est Oh mon Dieu. près de Montparnasse. En tout cas, Non, enfin, je dis ça, en tout cas, j'arrête, c'est vrai que enfin, non, mais ils ont été parce secoués. que là, je suis un peu perturbée. Là, ils ont été quand même secoués au lycée, vous savez. Ils ont été secoués. Ah, mais les autorités ne savaient pas. Ah, quand ils ont vu des plaintes de parents d'élèves comme ça, alors on a déplacé, certains parents ont déplacé leurs enfants dans le 14e, qui était justement pour être plus à l'aise. Mais Oui. ce lycée en question, oui, enfin, je sais pas moi, vous mettez votre fille dans ce lycée, votre fille dans ce lycée, et le professeur, il y a même des lycées que j'ai connus, enfin, parisiens, il y avait un tel chahut en classe que les gens chahutaient et le professeur, avec sa tablette, il dictait le cours à ses élèves, vous voyez, dans le silence de Oh la là tablette. là, c'est vrai que Alors, là. bah oui, mais ça, vous croyez que c'est dénoncé ouvertement? Non, du tout. Pas Non, du pas tout. du tout. Mais je parle comme, je sais pas, enfin, euh, je vais vous dire un dernier mot. Enfin, je vous l'ai dit peut-être déjà, que ce que m'avait dit M. Michard, là, le maître Mm. l'auteur de la gare des Michards, il m'avait dit en 69, je terminerai là, je jure de terminer là-dessus, il avait dit en 69, ils ont été sur le pont qui est devant la fontaine Saint-Michel, il m'avait dit, depuis que je vous ai quitté, puisqu'il était professeur Henri IV, hein, euh, depuis que je vous ai quitté, j'étais inspecteur général, donc je vous dis en 60. Hein, et j'ai vu, je ne me rappelle pas, au vu et au su, il a dû dire quelque chose comme ça, des documents que je recevais, j'ai compris qu'on voulait détruire, je me rappelle très bien ces termes, la culture que vous aviez reçue, que vous Mm. avez reçue. Bien. Et après, je lui dis bien, et puis après, je lui dis, donc il parlait de 60, hein, pas de 68, Oui. 60. Et à la fin, je lui dis, écoutez, maître, je vais, je vous annonce, enfin, je dis ça, que euh, je pars bientôt, nous étions mi-septembre par là, je crois, enfin, je ne me rappelle pas, c'était peut-être mi-septembre, oui. Je pars bientôt, la rentrée se faisait à ce moment-là, pas exactement début septembre, mais mi-septembre. C'était peut-être là, je suis oublié, ou alors c'était peut-être fin août que je l'ai vu, et je dis, je dois partir à rejoindre mon premier poste dans le Nord, mon poste d'enseignement. Un poste Mhm. d'enseignement. Et il m'a dit, j'entends bien les mots, parce qu'il nous a appelés par nos noms. Pas Pierre, Paul et Jacques, ils par les noms. D'Ortiguier, c'est plus la peine d'aller enseigner, il n'y a plus d'enseignement. Voilà. Ça, c'était la réflexion de Michard en 69. Mais c'était fin août, tu avais vu ça. Fin août. Alors, voyez-vous, un homme d'esprit comme ça, qui avait formé pendant 30 ans une génération de normaliens, au moins 30 ans, et qui disait d'ailleurs à nouveau gars en classe que nous, on était encore plus faibles que les gens de 30 ans avant. Oui. Voyez, voyez. Ouais, c'est une Alors, unité. ça, je garantis ce que je viens de vous dire, ça, oui, avec son épouse, qui était une très jolie femme blonde d'ailleurs, tout ça. Et alors, comment s'est produit, si vous permettez que je vous dise encore autre chose quand même, dans l'enseignement. Je l'ai écrit ça dans un texte là pour un ami iranien qui est philosophe, qui est plus âgé que moi, qui a été à la Sorbonne dans les années 57. Comment ça s'est passé par la suite, disons, je ne sais pas comment dire, les, euh, il y a eu une coupure complète, bien sûr, vous savez ceci, entre l'enseignement de l'enseignement du secondaire et l'enseignement supérieur, bien sûr. Et alors, cette rupture, elle a été formulée devant nous, c'est-à-dire devant le temps des agrégatifs qu'on appelle, enfin, en 1968, fin 68, plutôt septembre 68, si mes souvenirs sont bons, sont exacts, par une dame de la Sorbonne, qui a été professeure au lycée Fénelon. Lycée Fénelon, qui était dans le lycée Fénelon, dans le 5e, qui était à l'époque un lycée de filles. Seulement lycée de filles. Et cette personne, je ne donnerai pas le nom pour ne pas avoir des problèmes, enfin, elle a dit, jusqu'à présent, vous faisiez des dissertations, et les dissertations, c'est avantage ceux qui ont des livres à la maison. Bien. Et alors donc, ça désavantage
parents, les enfants de parents moins riches qui n'ont pas une bibliothèque suffisante. Alors, ce qu'il faut, c'est donc supprimer les dissertations pour les remplacer par l'explication de texte. Parce que l'explication de texte est égale. Alors, on n'exigera pas que l'enfant connaisse, que l'étudiant connaisse l'auteur, on n'exigera pas qu'il connaisse le livre d'où est tiré le texte, mais on jugera ses réactions. C'est ainsi que l'explication de texte est entrée dans l'enseignement, dans les examens, au baccalauréat en premier, ensuite à l'agrégation, non pas en supprimant, mais disons en permettant de faire autre chose que la dissertation, et voyez, naturellement en abaissant par là même le niveau, puisque l'enfant devait pouvoir parler du texte sans connaître l'auteur ni la doctrine. Vous voyez? Alors, si vous étiez d'accord idéologiquement avec l'enfant, vous disiez qu'il avait de bonnes idées. Si vous n'étiez pas d'accord, vous disiez qu'il recopie le texte. Vous voyez? Ça, je vous parle de cela de 69. Je dis de 69. C'était je crois que c'était à la rue d'Ulm. J'ai entendu à la salle de gym, je crois, de la rue d'Ulm, salle de gym de l'école normale, ou alors plutôt, ou alors dans une pièce plutôt qui appartenait à l'école normale supérieure, mais sciences, c'était à côté. Je ne me rappelle plus très bien, mais c'est là que je l'ai entendu. Une fille s'est retournée vers moi et m'a dit, mais c'est complètement stupide. Ben, j'ai dit, oui, mais ça arrivera. Effectivement, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé, c'est pour vous dire que l'abaissement du niveau était déjà discuté. Discuté dès 69, dès 68, je dis 68. Je tiens à vous le dire parce que, pour ne pas que ça sombre dans l'oubli, voyez-vous. Voilà. Oui, que alors, quand ça marque bien les esprits. Bon, le dernier, bon, quand même, le dernier, si vous voulez, bon, un parfum germanique, comme on dit, pour ceux qui aiment Beethoven, par exemple. Eh bien, c'est quand j'ai donné des cours d'allemand à mes élèves, à Pamiers, je me rappelle, il y avait on dit des gens, il y avait une polonaise, il y avait une polonaise, une alsacienne, il y avait un corse, il y avait tout. Bon, ils ont voulu avoir que je puisse compléter leur cours d'allemand. Je dis, vous savez, vous faire de la poésie, vous faire des commentaires d'après la philo, si vous voulez. Alors j'ai pris un texte de Schiller, un truc comme ça. Poète allemand classique, hein. Et il me dit, mais on n'a jamais fait de poème. Je dis, depuis la 5e, il y a quand même des poèmes. Alors je vois mon collègue, il s'appelait O, celui qui est d'origine flamande. Oh, il dit surtout pas. On nous interdit de présenter des vers aux élèves parce que ça donne une idée trop idéaliste de l'Allemagne. Voilà. Ah oui, d'accord. Même Staline n'était pas arrivé à ça, vous voyez. Je ne pense pas que Staline a été interdit qu'on fasse de la poésie allemande, vous voyez. De la poésie allemande, de la poésie classique, la poésie. Je me rappelle, j'avais un poème de Schiller qui s'appelle, du XVIIIe siècle, qui s'appelle Les paroles de la foi, ça me revient, Worte des Glaubens. Et je me vois la fille qui était alsacienne, là, et je lui distribuais le lendemain ou le lendemain la traduction avec le texte, et elle disait qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, j'ai dû arrêter. Je raconte une histoire absurde, mais qui est réelle, parce que je n'étais pas couvert par les assurances. Vous voyez. Mais non. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui. On vous met un article de règlement, monsieur Dortiguet, si vous tombez dans l'escalier, vous n'êtes pas couvert par les assurances. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez partir. Vous voyez. Vous voulez savoir l'atmosphère du lycée, c'était à Pamiers, c'est partout pareil. C'est souvent pareil. Et je me rappelle, ils faisaient une séance sur Malraux. Bon, vous savez que Malraux, j'ai toujours été un peu critique, bien qu'il fût un excellent orateur, je l'ai entendu, vraiment un excellent orateur. Pilote, je ne crois pas qu'il ait été pilote, enfin bon, ça c'est parce que vous savez qu'on a dit que le ministre de l'aviation de l'époque, républicain, disait que M. Malraux n'a pas la moindre idée de ce qu'un avion. Quand on parle de ce qu'on escadrille, il est photographié, mais en bas, il est photographié au sol. Enfin, ça, il faut encore le faire. Et je ne me rappelle pas, je voulais vous dire, mais voyez, moi j'ai oublié. Ah oui, alors il y avait donc au lycée une conférence là-dessus, et moi je m'adresse à l'interclasse de 10 heures. Je m'adresse à une élève, côté, je la vois toujours. C'était la fille du pharmacien. Et je lui dis, vous êtes contente? Je venais de rentrer au lycée, peut-être 4e, 6e. Je lui dis, vous êtes contente? Vous êtes intéressée, donc vous êtes intéressée
au cinéma, vous avez vu tout ceci, tout cela? Et elle ne répond pas. Mon Dieu, je dis, je vous, vous n'êtes pas bien, je dis, je vous laisse. Et non, monsieur, c'est pas ça, mais j'ai pas l'habitude de parler à un professeur à l'interclasse. Ah oui, pourquoi? Et parce que tous les professeurs quittent la classe pour aller à la salle des profs. Oh, moi, la salle des profs, vous savez, je dis, vous soyez des professeurs, oui, j'aime bien, mais enfin, je dis, il faut faire rester avec les élèves quand même. Je dis, c'est parce qu'on peut se parler, tout ça. Voilà. Elle n'avait jamais eu l'habitude, dans son secondaire, que les professeurs restent à côté à 10 heures. Voilà. Et voilà. C'est ça maintenant, ça c'est vrai. Je vous parle d'autrefois. Ah, vous vous rendez compte, maintenant si j'ai fini, je vais prendre mon café là-bas et c'est tout. Donc il n'y a pas de contact il n'y a pas de contact humain, comprenez? Il n'y a pas de contact humain. Et croyez-moi que l'enfant, écoutez, je vais vous dire, moi j'ai élevé beaucoup de chiens. Hein. Les chiens, ils vous sentent bien si vous êtes bien. Et l'enfant, c'est pareil. On compare un enfant à un chien, mais je dis oui, bien sûr, parce que ce sont des êtres naturels. J'aime bien les animaux. Qu'est-ce que je voulais faire? Les animaux m'ont instruit sur la sensibilité, les devoirs, la fidélité. L'animal est fidèle. Ah ben écoutez, il n'y a pas de raison. J'ai même vu des tortues fidèles. Écoutez, enfin, et nous sommes quelle espèce alors? Une espèce qui a son genre, mais qui maintenant, par rapport au genre de son espèce, se dégénère. Voilà. Et ça ne peut pas durer. La nature ne le permet pas. La nature ne le permet pas parce que le propre de la nature, le mot l'indique, c'est de faire naître quelque chose. Et si les conditions ne sont pas réunies, eh bien, la nature supprime. La nature est poussée par une force, quoi, c'est tout. Pas la peine de réciter Hernani, c'est une force qui va. La nature porte son nom, donc on l'appelle nature. Mais nature, mais voyez-vous, cette notion même, si vous ne faites pas de latin ni rien, vous n'avez pas, vous ne vous attachez pas aux mots. Vous ne pouvez pas comprendre. En tout cas, Pierre, merci de tout. Moi, je pense qu'on a vraiment bien développé le sujet et aussi on a apporté pas mal de culture et d'histoire en plus de l'actualité. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Puis on finit quand même sur une note positive, donc ça me rassure. Oui. Ben oui, il va bien falloir que l'humanité se réveille. Retourne un petit peu à la bien sûr. C'est la belle au bois dormant, c'est fou, quoi. Il faut qu'elle se réveille, vous voyez, bon. Ben oui, comme l'autre, oui, mon Dieu. Donc la prochaine fois, ce qu'on fera, on reprendra une vidéo sur l'histoire et on fera ça avec Michael dès son retour et on préparera ça pour très bientôt. Il y a bien des choses à nous En tout cas, merci beaucoup. Oui, mais j'ai vraiment été très heureux, vraiment de cette liberté que vous me donnez. Et puis on en fera d'autres sur l'actualité. Bon, d'accord, on reprendra l'actualité, très bien. Très bien. Vous pensez que c'est suffisant, oui? Non, on pourra en refaire d'autres, mais pas régulièrement, c'est-à-dire… Oui, bien sûr, pas régulièrement, oui, mais bien sûr. Période, faire un petit peu le point, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que les auditeurs le demandent, donc je trouve que c'est bien aussi de le faire de temps en temps, en plus de nos vidéos sur l'histoire, la philosophie. En tout cas, je vous remercie. Merci. À bientôt. À très bientôt, Mézi, à très bientôt. Vraiment. Et puis, vraiment, mes amitiés, enfin, ma fidélité, tout ça à votre maison, vos enfants. Merci beaucoup. À mon ancien élève, quand même. Et oui. Et à Giovanni. Merci.